Mais c'est vrai que du coup les bilans ils vont puer de la gueule hein. Et j'ai l'impression que c'est quelle que soit la typologie de boîte. Toi t'es dans le déni, tu penses que les gens ils vont se dire allez ouais c'est la crise, c'est la merde, mais vas-y j'ai dépensé 3000 € dans une formation, ok. Il faut que vous deveniez soloprenariat, arrêtez de vous faire fouetter en open space. Hello tout le monde, bienvenue sur Mastermind, le podcast dans lequel on parle business B2B sans bullshit. Avec mes acolytes Laetitia et Alexandre, on s'est rendu compte qu'en France, souvent on aimait bien partager en public des choses qui correspondent pas forcément à la réalité du terrain. Je vous donne 2-3 exemples. Sur LinkedIn, on peut lire des posts qui nous expliquent comment faire 10 000 € de chiffre d'affaires en tant que freelance le premier mois. Sur YouTube, on peut voir des vidéos qui nous expliquent comment monter des SaaS en 2 semaines. Dans des podcasts, on peut entendre des gens nous partager des frameworks pour x2 à coup sûr sa croissance. Bref, vous l'avez compris, tout ça, ça nous énervait un petit peu. On en parlait souvent dans nos masterminds et à un moment donné, on s'est dit que ces discussions qu'on avait en privé, on devait les rendre publiques. Et c'est comme ça que ce podcast est né. Du coup, le concept est très simple. On prend un sujet B2B business et on l'aborde de A à Z ensemble à travers nos différentes expériences d'entrepreneurs et d'advisors auprès de nos clients. Avant de vous laisser avec l'épisode d'aujourd'hui, je tiens juste à remercier les 3 sponsors de ce podcast, Track, Wild Marketer et Vendu. Il y a plus d'informations en description, n'hésitez pas à aller acheter un coup d'œil. Je vous prends pas plus de temps, je vous souhaite une belle écoute, j'espère que l'épisode va vous plaire. Hello, bienvenue à tous, bienvenue sur Mastermind, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode. L'épisode d'aujourd'hui va être sur la crise. Voilà, la crise qu'on est en train de vivre, les moments difficiles qu'on va vivre en 2024 et comment nous on se sent par rapport à ça et qu'est-ce qu'on va mettre en place tout simplement pour pouvoir y faire face. Mais avant de commencer l'épisode, on va démarrer avec une tradition qui est de lire un avis d'un des auditeurs. Et donc aujourd'hui on a choisi du coup le retour de Tom Jackson qui est cofondateur de Taplio. Qui nous a dit j'ai écouté l'épisode sur le mythe du SaaS, c'est vraiment très bon, well done. Épisode d'infoprenariat, j'ai kiffé et j'enchaîne avec le call call, c'est bon, je suis un auditeur fidèle maintenant. Et la crème de la crème, et franchement, je suis à 2 doigts de mettre 1 étoile juste pour me faire insulter. Donc là, on est à un niveau extraordinaire. Ça, c'est magnifique. On va pas t'insulter, Tom, parce qu'on aime bien ce que tu fais, on aime bien Taplio. Et Tweethunter aussi, cool, hein. Il n'y a pas que Comment Taplio, c'est Tweethunter à la base en premier, cofondateur de Tweethunter, et ensuite Taplio. Ouais, très propre. Et donc, du coup, non, on va pas t'insulter. On t'invitera prochainement pour pouvoir parler de contenu, ça, c'est sûr. Et du coup, voilà. Ok, on va démarrer sur la partie crise. Donc c'est moi qui va leader cet épisode. Alors pourquoi ce sujet Parce que voilà, on a vu tous que la situation c'est la crise. On voit des mèmes partout sur LinkedIn qui montrent des marketeurs, des sales qui sont ensemble en train de pleurer face aux chiffres de fin Q4. On a malheureusement, ça c'est beaucoup moins drôle, pas mal de licenciements. On en parlera aussi également dans les boîtes dans lesquelles on a pu intervenir. Et donc voilà, l'idée c'est de parler de ça. Donc je vais peut-être laisser parler d'abord notre cher Alex qui vient de se réveiller. Et pour lui, il faut savoir que 9h du matin, c'est une prouesse. Donc voilà, pour te réveiller, pour te mettre en bouche. Ça cherche l'embrouille dès le début là. Du coup, on va démarrer avec toi. Du coup, la crise. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus Pour toi, il y a la crise, il y a pas la crise, on se fait des idées, c'est quoi Déjà sur les histoires de mèmes, au final les mèmes tu les as plus vus aux US qu'en France. Hein. En France, les mecs continuent à faire genre en mode oh c'est bon, tout va bien, c'est tranquille, c'est Noël et tout, c'est la fête là. Ça va, j'ai juste enlevé 20% de ma masse salariale, c'est pas grand chose. J'ai viré tout le monde, j'ai perdu mon taf et tout, je suis freelance, je galère, mais c'est bon, tout va bien, aucun problème. Hein. Donc je dirais en France, tu vois, nous on refuse de voir. Personne n'ose trop en parler, donc alors qu'en fait c'est la sauce de partout quoi. Donc dès que t'es dans les coulisses tu vois que c'est le bordel, tu vois, c'est le vieux bourbier quoi. Mais en public c'est personne va ouvrir sa gueule. Et là j'ai hâte de voir parce que dans la fin d'année. Donc la fin d'année c'est normalement l'heure des bilans où tout le monde sur LinkedIn va être en mode t'as les bilans de l'année incroyable, j'ai fait des dingueries. Ah, là j'ai hâte de voir les bilans de l'année en mode ouais putain ok je me suis fait tège. T'es fou. On est fin décembre d'habitude à ce moment-là de l'année, c'est comme les
enfin les bilans de l'année, ça arrive en même moment que les films de Noël, tu vois. Donc ça commence déjà en novembre. Là, j'en ai vu aucun. J'ai vu aucun post LinkedIn. Oui, cette année, j'ai fait 12 millions de vues. Cette année, je suis trop fort. Cette année, blablabla, blablabla. J'ai rien vu du tout. Bah, j'attends de les voir, hein. Mais ça, du coup, les bilans, bah, ils vont puer de la gueule, hein. Et j'ai l'impression que c'est, quelle que soit la typologie de boîte, hein. T'as certaines typologies de boîtes, je pense qu'ils s'en sortent un petit peu mieux, quoi. Je pense que les pires, ça va être pour tout ce qui est boîte tech, scale-up, etc., qui vivaient sous perfusion, quoi. Mais même pour les free, parce qu'il y a c'est-à-dire, il y a quand même beaucoup de free qui sont lancés. Et c'est là aussi, bon, ça, on pourra un petit peu en parler, hein. Mais tous les mecs, là, que j'entends, là, tu vois. T'as eu une explosion de mecs qui se sont balancés en freelance, cette année. C'est quoi cette dinguerie, là? Qu'est-ce qui s'est passé, là, tu vois? Hein? Vous seriez pas en train de se foutre un peu de ma gueule? Hein? Ce serait pas en mode, Les influenceurs. De quoi, les influenceurs qui influencent? Ont évangélisé le marché, qui ont dit, il faut que vous deveniez soloprenariat, arrêtez de vous faire fouetter en open space. Voilà, ça me tacler à la gorge, directement, là. Et non, du coup sur la partie freelance, oui, toi t'as plein de mecs qui se sont lancés en free parce que justement ils ont pas eu le choix, ils se sont fait têche. Sauf que à chaque fois les mecs vont essayer de réinventer l'histoire en mode oui, bon j'en avais marre, machin, blabla, je sais pas quoi, blablabla. Et du coup bah freelance quoi, voilà, freelance normal, c'était un choix de vie, machin, etc. Que c'était que dalle de choix de vie quoi. Parce que normalement t'anticipes ce bordel là, tu vois. Et quand tu regardes le parcours des mecs, tu sais ils pop comme ça du jour au lendemain. Alors que tu dis arrête de te foutre de ma gueule quoi. C'est tu vois si tu veux te lancer en free, tu prévois ta sortie quoi. C'est pas en mode du jour au lendemain. Ah bah tiens, aussi peut-être là je fais un truc quoi. Donc ça se prépare, c'est clair. Donc voilà sur la crise, enfin le constat de la crise quoi. Donc pour toi, grosse hypocrisie des gens. Oui, bah aux US un petit peu moins parce que comme tu dis on l'a vu hein. Mais enfin même les gens qui se sont fait têche aux US, toi, il y en a qui l'ont dit ouvertement en mode ouais, tu vois en mode on m'a dégagé parce que bah tu sais licenciement économique, machin tout le bordel et tout. Bah du coup je recherche une autre porte, machin blabla. Toi je trouve que t'as un soutien là-bas qui est beaucoup plus fort, j'ai l'impression entre les gens, tu vois. Alors qu'en France c'était plus dans le bullshit en mode faut pas dire machin. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit un soutien. Moi, j'ai juste l'impression qu'en gros, pour eux, la crise, c'est pas grave. Genre, bon, la crise, ça va être un peu la merde. Ouais, mais en même là, temps, ils continuent leur business, tu vois. C'est pas, alors qu'ici, on se dirait, dès qu'il y a la crise, c'est la fin du monde. Genre, oh, non, là, c'est la fin du monde. Je pense qu'il y a un soutien où on fait pas semblant, on fait pas l'autruche, justement. Et par exemple, voilà, tu vois, Spotify qui a licencié 17%, ils expliquent pourquoi, en fait. Tu sais pourquoi, en fait. Et tu sais aussi pourquoi, quelles sont les erreurs aussi qui ont été faites en termes business. En fait, tu vois, il y a aussi beaucoup cette culture, en fait, de l'analyse, du bilan. Ok, voilà, bah on a licencié parce que ça, effectivement, on dit pas juste c'est la crise, etc. On a recruté trop de profils comme ça, etc., etc. Après, on pourra rentrer dans le détail. Malheureusement, quels sont les profils qui sont virés en premier, mais voilà. En fait, en gros, pour moi, je pense qu'il y a quand même un truc d'une culture beaucoup plus d'analyse en fait. On met pas les choses sous le tapis. On se dit ok, il y a peut-être des choses il y a la crise, mais il y a peut-être des choses qu'on a mal fait. Et on en parlera aussi également sur les boîtes qui étaient sur perfusion, sur des recrutements du coup qui étaient pas forcément peut-être nécessaires, des organisations qui étaient mal peut-être mal menées, tu vois. Donc voilà, tu vois. Moi je pense que c'est plutôt une culture où en fait on n'a pas envie de dire le négatif parce qu'on a l'impression que voilà, ça va être la fin du monde, etc., tu vois. Et toi du coup Marwan, cette crise tu la ressens pas D'un point de vue perso, sur mes projets, mes business et tout, pour le moment, je la ressens pas. Après, on en reparlera et tout, mais on s'est quand même pas mal préparé depuis un petit moment. Mais je la ressens pas. Par contre, je la vois je la comment dire, tu vois, j'ai le sentiment quand même 2024, ça va être bien hardcore. Après, je suis pas analyste. Je dis ça avec mon feeling à moi, mais de ce que je vois dans toutes les boîtes, enfin pas toutes les boîtes dans lesquelles je passe, c'est pas vrai, mais il y a des boîtes dans lesquelles je pointe le bout de mon nez où je sens que c'est pas foufou. Il y a des boîtes où tu vois ça licencie beaucoup et dans les coulisses tu le vois. Il y a des collectifs de free où tu vois qu'en fait bon c'est des collectifs et ils grossissent très rapidement parce que il y a plein de personnes qui ont été licenciées qui ont envie de rejoindre les collectifs et autres. Donc juste je vois tout ça plus tu vois bon après je sais pas tous ces trucs en dehors de la crise qui commence déjà à être un peu bourbier. Tu sais, toute l'IA qui est arrivée, tout ça, moi je pense qu'il y a en fait, genre, il va y avoir de gros changements en 2024 et ça risque de mettre des grosses gifles à pas mal de boîtes. Donc je la sens arriver, je la vois, ça se trouve il y aura rien du tout et je me trompe. Mais j'ai un peu le feeling que ouais, quand même 2024 là, ça va être bien tendu et qu'il va falloir être smart, naviguer avec les bonnes personnes au bon endroit, être au bon endroit au bon moment. Donc voilà, mais après moi c'est entre guillemets ma première crise en tant que
que petit bonhomme dans le monde des grands garçons et des grandes dames dans le monde du travail. Tu vois, moi avant j'étais à l'école en fait. Moi j'étais en cours quand il y a eu 2008 et tout. Je jouais à la play. Alors qu'est-ce que j'en sais moi? Comment la crise ça se passe? Je me dis juste. J'ai vu 2 TikTokers qui ont dit quand c'est la crise il y a des opportunités. Ouais, dans ma tête je suis en mode ouais c'est stylé, il y a des opportunités. Non mais non mais sérieusement en fait sérieusement je me dis juste bon il y a la crise, il y a eu plein de crises, les gens ils sont pas morts, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui réussissent. Bon on verra ce qui va se passer. Moi je continue dans mes projets. En général quand tu travailles et que t'es près de l'oseille, que t'aides à faire rentrer de l'argent, bah c'est un profil dont on a besoin dans une boîte, donc potentiellement c'est toi qu'on t'aide en dernier. Donc voilà. Et puis pendant mon alternance, moi j'ai vécu 2 redressements, une liquidation, donc naviguer dans la merde comme ça, tu vois, je l'ai déjà vu et tout, donc bah, ouais, de toute façon je suis un peu, je sais pas, y a pas grand chose qui me stresse dans la life, donc la crise me stresse pas trop, mais je la vois arriver quoi. Donc j'aimerais bien savoir comment ça va se passer, avoir vos retours d'expérience, qu'on en discute et tout. On en a déjà beaucoup discuté, mais ça peut être intéressant. De retour d'expérience parce que déjà je pense que chaque crise se ressemble pas, donc oui moi je crois que j'ai vécu 2008, ouais j'ai vécu toutes les crises. Voilà. Moi, après je suis plus ancienne dans le monde du travail. Après il y a quand même une grosse crise qu'on a vécue, c'est le Covid, hein, tu vois genre moi ça je pense que ça sera jamais Ouais, aussi terrible. En plus bah moi j'avais Ah ouais, ma tu boîte, trouves? il y avait je sais pas combien de salariés, je me souviens que je pleurais parce que je me disais mais attends on va virer tout le monde, comment ça va se passer? J'étais trop dans le mal, donc pour moi ça c'était vraiment le moment Oui, le mais t'as été ah, dans le mal, et après c'est pas assez tranquille. bah après c'est passé. Oui, mais attends, le moment où ça passe tranquille, où tu comprends que finalement, parce qu'en fait, il y a quand même une période où je pense que j'avais jamais vécu ça, où t'appelles des clients et les Mais clients c'est te disent, bah, on arrête tout. Et en plus, une nous, on période de était en combien de due temps? diligence à ce moment-là. Et la due Ah ouais, ok. diligence s'arrête, les clients s'arrêtent, ton pipe, tout s'arrête. En fait, c'est fini. Et donc, du coup, là, pour le coup, bah, réunion avec les associés, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bah, Laetitia, je suis désolée, mais on va mettre toute l'équipe commerciale en temps partiel. Enfin, tu vois, en chômage partiel là, etc. À un moment il ce truc, il commençait à, je me dis mais il va se passer quoi? Et après on a compris que notre produit n'allait pas être touché, mais tu vois on a plein d'autres potes bah, qui eux leur boîte c'est fini à ce moment-là, tu vois. Donc tu vois on avait juste la chance Ok, ok. par rapport à notre produit qui matchait en fait avec la situation, mais il y avait plein Parce d'autres que, où c'était mort quoi, tu vois. parce que tu vois, moi, pendant le Covid, j'étais chez Lemis, ça a rien changé à ma life, hein. Juste, il y avait moins de personnes dans les transports quand je partais au bureau, Ouais, mais parce mais que j'ai pas vu, tu vois, d'impact. ton outil encore une fois il matchait avec la Ouais, situation, tu vois. ouais. Genre, voilà, mais il y a plein de trucs où c'était mort, tu vois. Bon, en tout cas, bon, moi cette crise-là déjà, elle m'a déjà, je pense, pas mal échaudé. Mais là, en fait, pour moi, je suis un peu, enfin, je suis d'accord parce que j'ai l'impression un peu qu'on est. Moi, j'ai une vision un peu du marché parce que, bah, encore une fois, t'es free, t'es dans des boîtes, donc tu vois ce qui se passe. Une Puis t'es deuxième sales. chose, je suis encore opérationnelle, donc j'appelle des boîtes. Du coup, je parle avec des boîtes et je vois en fait aujourd'hui, bah, surtout sur les sujets sur lesquels j'ai pu commercialiser, il y a plus de thunes, on arrête le recrutement, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de signes qui font que bah tu te dis bah ok, tout le monde est en train de ralentir le recrutement, les pipes, c'est plus difficile de pouvoir les faire grossir, les prises de décision super dures. Et de temps en temps, tu as des petites bribes de gens qui t'appellent, qui te disent ça va, tu vas bien, alors comment ça se passe le business? Et tu vois, c'est toujours les genres de questions où ça commence comme ça, et tu sais qu'en fait les gens ils ont envie de te dire bon, tu sais ils veulent sonder, mais personne ne te dit ouais c'est la merde. Et faut vraiment creuser pour que les gens disent ouais c'est vraiment dur en ce moment, etc. Donc en fait, là, c'est un peu en soum-soum où tout le monde dit c'est dur. Ça a été dur, moi, je trouve, sur le sales, sur le dernier quarter. Bah, moi, j'ai vu des boîtes, malheureusement, devoir prendre des décisions aussi également. Et donc, restructurer pour pouvoir bah, réussir 2024, en tout cas, être dans plutôt une phase de consolidation, de sauver son année 2024, de faire en sorte que le business tienne jusqu'à une éventuelle reprise. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Alex, c'est que c'est insupportable ce truc-là où tout le monde fait semblant de rien. Tout le monde fait genre non mais il se passe rien, c'est normal. Ah ouais, tu vas bien. Ah ouais bah écoute, ça se passe bien. Les gens ils te disent bah ouais bah c'est cool, on va faire 70% du chiffre d'affaires. Bah à quel moment 70% du chiffre d'affaires c'est une bonne nouvelle, tu vois, genre comme je te disais, moi chez C-Cube, mes sales qui faisaient moins de 80%, surtout par exemple les accounts, ils avaient pas de variable. Donc ça veut dire que t'as pas ton variable. Et bah aux États-Unis, ils assument de montrer des sales qui disent bah à la fin de l'année, ils vont être broke, ils auront pas d'argent, tu vois, genre il y aura pas de variable, il y aura pas de prime. Et ici, tout le monde fait comme si de rien. Après, évidemment, c'est pas toutes les industries. Je pense que dans le SaaS, c'est un peu différent, c'est un peu, je pense, compliqué.
dans le service, j'ai l'impression que ils ont pas trop de soucis, tu vois. Les ESN, etc. J'ai l'impression que ça va plutôt bien. Enfin voilà. Mais voilà. Donc pour moi, ça c'est vraiment le truc qui m'agace en ce moment, c'est-à-dire qu'en fait, t'es un peu seul et donc tu te dis bon bah je dois me préparer parce que ce soit pour mes clients, comment bah je fais en sorte de mettre en place les choses pour les aider, pour faire en sorte de réussir en fait sur l'année prochaine. Et toi, en tant que free, t'es en mode genre bah qu'est-ce que je fais pour pouvoir pas trop être en galère parce que voilà, tu vois. Je sais pas. On enchaîne alors. Non, mais en fait, moi je réfléchissais, j'étais en train de me dire, ouais, faut l'idée là, Laetitia, t'es fatiguée ou? Heureusement que tu fais pas un petit débat télévisé. C'est la crise, je suis déprimée, c'est pour ça que je suis déprimée. Non, mais moi, j'ai même pas mentir. Hein. Moi, je suis stressée, en fait, parce que vous faites genre, ouais, c'est la crise, genre comme si vous étiez en dehors. Moi, en fait, je me mets pas en dehors. Hein. Moi, je me dis 2024, ça va être chaud. Parce qu'on a fait le mastermind. Et toi, moi, mes objectifs, ils sont de moins en moins free. Donc, tu vois, si je travaille pas en free, c'est pas. Mais c'est pareil, en fait, mec. C'est-à-dire que c'est pas parce que attends, s'il y a pas d'argent, les gens vont pas acheter de formation. Je pense qu'ils se continueront à en acheter. Et au pire des cas, je lâche le CPF. Bref, il y a toujours Non, franchement, ça, c'est pas le truc qui, moi, ça m'inquiète pas trop, hein. J'ai l'impression que justement, quand il y a pas d'oseille, les gens, ils sont prêts à lâcher un peu d'argent pour se dire, c'est bon, je vais devenir millionnaire grâce à la dernière formation de n'importe qui, tu vois. Ça y est, en fait, genre, Marwan, il est dans le déni, Marwan, lui. Il est dans le déni complet. Non, franchement, non, mais en fait, si vous voulez, en attendant, c'est quand c'est bien la merde que ces gens-là, ils font de l'oseille. Donc, tu vois, j'ai pas l'impression que le secteur de la formation, ils prennent hyper cher. Donc voilà, tu vois. Et après, en free, j'ai un peu sécure aussi. Je sais que, sur le premier quarter, je vois comment ça va se passer de mon côté, normalement. Donc, c'est pour ça que je suis en mode, bon, je stresse, mais après, je veux dire, ça fait, il y a pas grand chose qui me fait stresser, même quand je galère sur mes sas, mes trucs, mes machins, je suis en déstress total maintenant. Et vous connaissez ma life, il y a autre chose dans ma life qui font qui me stresse plus que la crise. donc voilà, tu vois. Mais t'as raison, ça fait un peu flipper. La suite maintenant qu'on a fait ce constat, de se dire, ok, voilà, il y a un peu une hypocrisie, j'en parle pas beaucoup de la crise. L'idée, c'était justement de parler un peu de nos sentiments, de notre peur, etc. Toi, du coup, Alex, t'as peur, tu flippes, c'est quoi, qu'est-ce que t'as mis en place justement pour pouvoir, en 2024, pour pouvoir faire face un petit peu à ce sentiment, en fait, de se dire, voilà, là, il y a plein de choses qui puent, comment je fais, quoi? Ah, c'est comme Marwan, moi je vais vendre des formations pour devenir riche, là, avec du CPF, trucs comme ça, toi, ça c'est ça c'est la couverture ultime, quoi, donc ça j'ai prévu de faire ça, quoi. Je peux vendre ça. Parce que voilà, c'est faut bien se backup, hein, tu vois, à un moment donné, quand il y a plus de cash, ça c'est bon, hein, voilà, tu vends de la merde, on s'en bat les couilles, hein. Donc ça c'est le projet, quoi. Hein, moi je prévois les petits trucs, hein. Et sinon, nous déjà quand t'es en quand t'es en freelance, t'as pas besoin déjà d'avoir une tonne. Après évidemment tu vas peut-être pas faire une croissance de fifou, tu vas peut-être pas aller faire des dingueries, te dire ok bah vas-y je vais faire des objets fous, quoi. Ouais, c'est ça, parce que là on parle en mode comme si tu vois genre comment dire, on est un peu déconnecté du vrai monde quand on projette nos objectifs en free. On va taper quand même des CA, on veut quand même réaliser des CA qui sont solides, tu vois. Mais si on fait moins, on va pas mourir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, si t'es juste payer ton loyer. Pour moi, parce que en fait, il y a deux parties là dans cet épisode qu'on va essayer de parler. Il y a vous en tant que solopreneur, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme stratégie? Justement, est-ce que vous avez peur, est-ce que vous n'avez pas peur? Comment vous voyez l'avenir? Comment vous avez travailler et structurer vos prochains objectifs pour pouvoir ne pas être dans la sauce, parce que je suis désolée, hein, les freelances c'est les premiers à en pâtir, c'est-à-dire que oui, tu vas plus commencer à pouvoir facturer je sais pas combien. Bon, toi t'es dans le déni, tu penses que les gens ils vont se dire allez ouais c'est la crise, c'est la merde, mais vas-y j'ai dépensé 3 000 € dans une formation, ok fine, on verra. Mais moi c'est pas 3 000 balles la formation. Je sais que c'est pas 3 000 € dans une formation, mais tu vois ce que je veux dire. C'est 4 000 € donc voilà, donc pour moi c'est plus sérieusement Alex, aujourd'hui toi qui as 4 ans d'expérience en fait en free, aujourd'hui c'est quoi justement ta stratégie? C'est d'être en mode genre ok je mets pas des objectifs plus hauts que ce que j'avais avant, parce que si les boîtes parce que tu vas faire plus de prospection, enfin voilà, comment tu c'est ça de toute façon quand c'est la sauce t'as pas le choix, hein, tu vois, quand t'es dans la misère t'es pas là en mode je vais chialer, tu vois, là quand c'est le merdier t'es plus en mode survie, tu vois, et là en mode ok bon on arrête les conneries là, on va sortir les dos du cul puis va falloir y aller, va falloir délivrer là,
Donc oui, si vraiment ça pue, nous on a l'avantage d'être sur des métiers où on sait prospecter, donc on sait les choper du biz. Donc en fait, comme on n'a pas besoin d'avoir un volume de fou par rapport à la profondeur de marché qu'on a, tu peux quand même trouver quelques opports, des trucs. Alors peut-être que tu n'arriveras pas à l'objectif qui a été fixé, parce que du coup, en fonction du contexte, ça peut être plus compliqué, quoi. Mais du coup, moi, en gros, le plan, là, cette année, moi, sur le contenu, hein, vous savez, moi, c'est pas fifou, hein, le contenu, là, c'est un peu en pause. C'est un peu en pause. C'est à l'arrêt. Voilà, donc ça, du coup, ce serait, moi, mon marketing, ça a toujours été un sujet, parce que je crois que j'ai jamais eu trop de marketing, hein. J'ai l'impression, toi, j'ai eu des briefs de marketing, et après, je me dis, vas-y, ça saoule, je mets ça de côté, là, faut se focus sur d'autres bails, là. Donc ce serait prendre le temps de continuer à développer ce système-là, prospecter de manière plus régulière, parce que dans mon activité, moi c'est plus prospection à l'arrache, quoi. Tu sais, tu vois, je dis tiens, vas-y lui, j'ai croisé sa gueule, vas-y tac, j'ai envoyé un message, quoi. Tu vois, donc c'est pas un truc où tu dis ok, tiens, toutes les semaines faut que je contacte X boîtes, et après sur le volume, forcément t'arrives, tu vois, à en récupérer quelques-unes, quoi. Donc en gros, ce serait mettre plus d'input en gros dans ce que je vais faire, tu vois, pour essayer à la fin d'avoir plus d'output, tu vois, donc plus de trucs en sortie, quoi. Et donc moins attendre que ça se passe tout seul, quoi. Tu sais, tu vois, par exemple, je vais pas forcément me reposer sur le réseau, machin, les trucs, l'inbound, je sais pas quoi, tu vois. Là si ça ralentit trop, du coup tu te mets en action et t'attends pas que ça se déroule tout seul, quoi. Donc en gros ce serait contenu, prospection, moi ce seraient les deux leviers principaux, quoi. Et après il y a d'autres trucs, tu vois, c'est essayer de garder tes clients plus longtemps, etc. Enfin Après t'as anticipé aussi. Parce qu'en vrai de vrai, là tu dis ça comme si tu réagissais sur le moment ou quand c'était la crise, mais en fait t'as aussi quand même anticipé pas mal. Là tu sais déjà comment ça va se passer, on a anticipé ensemble. Enfin, ah oui, je sais pas. Après, voilà. je sais que moi sur le Q1, ça le fait. Donc voilà, par rapport à l'année dernière, là-dessus, c'est pas pareil, quoi. Et puis après, c'est que moi, c'est la crise cette année. Moi, je l'ai, pareil. Je crois que c'est pareil que vous. Tu le ressens en fait avec les clients, avec les boîtes à qui t'échanges et tout. En fait, les gens te disent pas vraiment, mais tu sens que ça pue, quoi, tu vois, et qui finissent après par te dire ouais, non, en fait sur les obs j'en ai pas bon, on a du retard, machin. Et puis là quand t'arrives à la fin d'année, là il y a plus de retard, c'est l'obs je l'ai pas atteint, tout court, quoi. Des gens qui virent un peu en scred ou qui poussent des mecs vers la sortie, ou bien des boîtes qui se mettent, qui sont pas encore au stade où ils vont virer du peuple, mais qui sont en mode on stoppe complètement la croissance, alors que c'était des boîtes qui soi-disant étaient en hyper croissance, à recruter de partout, de machin, etc., quoi. Donc tu sens qu'il y a quand même un ralentissement, mais cette année je l'ai pas forcément trop ressenti sur les boîtes que j'avais, peut-être parce que j'ai réussi à me démerder, voilà, pour closer mon pipe et tout bien dire, quoi. L'année prochaine il y a peut-être moyen que le petit temps de latence qu'il y avait cette année, le temps de latence soit supprimé, qu'en fait toutes ces boîtes là qui avaient peut-être un petit délai avant d'être dans la sauce, là elles se retrouvent vraiment dans la sauce, et du coup que ça freine un petit peu plus les investissements. Et après toi sur la partie free, t'en as qui ont une vision différente, t'en as qui disent qu'en gros c'est justement les free qui vont bénéficier de ce truc-là, parce que on est une ressource un peu jetable, c'est-à-dire les mecs te prennent, ça te paye tant, et dès qu'ils veulent plus de ta gueule, ils dégagent, quoi. Alors qu'un salarié, tu vois, t'es obligé de le payer, tu peux pas le virer comme ça, tu vois, donc t'as une flexibilité sur la ressource jetable qu'est le freelance, tu vois, qui peut être intéressante pour les boîtes, mais forcément c'est vrai que si t'as des TJM de fifou qui essayent de closer des trucs de dingue, il y a moyen que ce soit plus compliqué, quoi. Donc voilà pour pour moi le projet, c'est en gros faire plus d'actions et être moins attentiste, tu vois. J'ai pas mal de profils en free, tu sais, quand t'échanges avec eux, ils te sortent moi c'est réseau, c'est machin, ces trucs, et je pense que du coup ces profils là, toi qui avais l'habitude de pas faire grand chose pour pouvoir choper du pipe, là ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, puis il va falloir se mettre en action. Et tu vois, on l'a vu ça de toute façon pendant le Covid, hein. J'avais pas mal de mecs qui étaient freelance en Covid, tu vois, enfin pendant le Covid là, tu vois, qui avant avaient une activité stable, machin et tout, toi, ça tournait tranquillou, quoi. Et en fait, quand le Covid est tombé, finito, tous les clients ils stoppent, machin, rien du tout, quoi. Et comme ces mecs-là n'ont jamais appris à prospecter, et qu'ils avaient rien en place pour pouvoir aller générer du pipe, tu sais, quand le marché se met pas en action vers toi, en fait t'es comme un con tout seul, toi, et là tu souffres, et là tu pleures, quoi. Donc toi si t'arrives à te bouger pour pouvoir faire rentrer des trucs, tu sais que même si ça se casse un peu la gueule, t'as des trucs que tu peux mettre en place, et tu peux trouver quelques opports, t'as pas forcément besoin d'en avoir 140 000, quoi. Yes. Je suis d'accord avec ça. Du coup, après, je vais peut-être rebondir moi sur comment j'envisage 2024. Mais toi, du coup, Marwan, sois plus
plus exhaustif, tu vois, genre ton truc de ouais moi je m'en fous, je sors du free, explique un peu plus ta Non mais stratégie. non mais t'inquiète, j'ai un plan, je vais partager mon plan. Ah, dis-nous Pourquoi je ton pense comme ça? plan Mais et en fait, en gros, c'est simple. Donc on est d'accord, même au début je l'ai dit, tu vois, je pense que enfin ça va être chaud 2024. Maintenant, moi, j'ai pas envie de reposer tout. Enfin, j'ai pas envie que mon année 2024 se repose sur le free. J'ai envie de commencer à sortir le plus possible du free, grâce notamment à la formation. Donc encore une fois, toi vous êtes en mode je suis dans le déni et tout. Moi, je pense sincèrement que la formation, c'est toujours, enfin, ça va pas être impacté de malade mental et tout. Et au pire, même si c'est impacté, au lieu de que les gens lâchent 90 000 euros, enfin, au lieu que tu fasses 90 000 euros par mois en formation ou je sais pas quoi, tu feras un peu moins et genre, c'est pas grave, tu vois. Donc, mon plan, ça a été de me dire, bon, bah, c'est la crise, ça va être un peu chaud. Qu'est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je ferai et tout. Et donc, bah, déjà, j'essaie de faire des choses dont les boîtes, elles vont avoir besoin, tu vois. Et là, mon feeling, c'est que quand c'est la crise comme ça, t'as besoin de deux trucs. T'as besoin de savoir closer des deals qui rentrent dans ton pipe pour pas gaspiller tous ces leads-là. Et t'as besoin d'être de plus en plus visible, tu vois. Et de toute façon, ça devient un enjeu qui est hyper important, etc. Moi, je me positionne sur la visibilité avec le contenu, la conversion, etc., etc. Donc, je suis dans un truc qui est déjà, tu vois, entre guillemets, j'ai envie de dire, j'ai pas le bon terme, mais c'était un peu la mode tendance en 2023. Je pense que ça va continuer, ça va exploser. Donc en freelance, j'imagine que devrait pas y avoir une grosse baisse de volume, potentiellement juste plus de concurrence sur ce domaine-là, et donc va falloir être meilleur que les autres, etc., etc. Donc mon plan, ça va être de commencer à dropper les boîtes avec lesquelles j'ai bossé, parce que je l'ai pas fait, mais j'ai quand même bossé avec des bonnes boîtes, commencer à mieux me brander, revenir sérieusement sur le contenu, avoir une grosse stratégie pour être visible, et peut-être s'il le faut prospecter un peu, mais comme j'ai pas besoin de faire beaucoup de free, ma prospection elle sera beaucoup moins importante, je pense, qu'un Alex ou même toi, peut-être Laetitia. Enfin, je sais pas d'ailleurs, vous en parlerez, mais tu vois, je veux pas me le chauffer à faire des méga séquences et tout. Je pense que j'activerai juste le réseau, les gens que j'ai un peu avec lesquels j'ai parlé. Je sais pas, je verrai, mais c'est pas trop une grosse prio. Je vais juste, moi, ma priorité, c'est de revenir à fond sur le content pour montrer que je sais en faire, pour montrer que je suis bon. Et comme ça, les boîtes ont besoin de moi et m'appellent, tu vois, pour les aider sur ces sujets-là. Ou, et surtout, j'espère, écouler de la formation et former des gens sur ce sujet-là, ce qui me fait le plus kiffer et me passionne le plus. Et ensuite, l'autre truc, c'est que j'ai envie de me concentrer sur mon SaaS et moi, je sais pas le terme, là, ma take, mon feeling, c'est que la créateur économie, c'est justement ce qui va exploser de ouf. Genre, tout le monde va faire du contenu, tout le monde commence à faire du contenu, tout le monde va vouloir monétiser son truc. Bref, et donc les gens ont besoin d'être accompagnés sur ces sujets-là. Et donc Track, mon SaaS, c'est exactement ce que ça fait. Donc tu vois, je me dis, j'ai un peu l'impression que là dans l'univers dans lequel j'évolue là, les trucs de créateur économie, aider à faire du content et autres, la crise c'est pas trop, enfin c'est pas ce qui va nous impacter de ouf. Et donc c'est pour ça que je suis aussi assez serein. Et après, bah, j'ai construit tout mon plan autour de ça aussi, donc c'est un pari, mais je me suis pas dit, ok, en fait, je capitalise sur le free, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. J'ai vraiment parié sur le fait que créateur économie, ça allait être une explosion, et que du coup, mon SaaS, j'avais pas besoin de trop stresser. Il y a moyen que si le truc sorte proprement comme on est en train de le faire, ça fonctionne. Les boîtes devraient avoir besoin de faire du contenu, donc en plus, on l'a fait ensemble hier. Je me suis pas fixé des objectifs de malade mentaux en freelance. Je pense d'ailleurs, j'ai divisé par deux ce que je fais actuellement en termes de projection pour justement accompagner que des bonnes boîtes et puis du coup me focus sur ma formation. Et là, bon bah apparemment je suis dans le déni. Moi, je pense que les gens vont continuer à se former et que dans ce domaine-là, enfin il y a moyen de vendre la formation, d'accompagner les personnes en faisant des trucs quali. Après, si ça marche pas, bon bah ça marche pas et c'est pas la mort. De toute façon, en vrai de vrai, mon objectif ça a toujours été de faire quand même du SaaS. Donc, si par la force des choses, je fais moins de freelance et que je fais plus de SaaS, je serais content tant que je peux payer le loyer et manger, tu vois. ouais, après Donc, bon, c'est moi le pour ça que truc tu vois, je stresse pas trop et que j'essaie de me préparer. J'ai aussi beaucoup anticipé. Là, je sais pas si c'est des choses que en font fait les pour moi c'est pas freelances et autres, mais stressé. j'ai un, En fait, pour moi, c'est pas stress, voilà, et toutes nos activités vont s'arrêter. L'idée, c'est de pas faire peur les gens. Pour moi, l'idée, c'est juste, quand je dis le réalisme, c'est, pour moi, deux choses. Bon, déjà, moi, en fait, je suis un peu dans la même veine que Alexandre. Je vais pas faire énormément de free. Bon, après, moi, je vais pas non plus volonté à faire des scores de malade mental en free. Donc,
Donc voilà, moi j'ai pris ce nouveau mode pour m'éclater dans ce que je fais dans les boîtes, et deux, avoir un lifestyle qui me convient, où justement je bosse pas comme je pouvais bosser quand j'avais ma propre boîte, ma startup. Mais par contre, il y a un truc qui est important pour moi, c'est-à-dire que quand tu as une crise comme ça, ma stratégie, c'est de me refocus, en fait, effectivement, comme tu as dit, sur les choses dont les boîtes ont besoin. Mais les boîtes ont besoin plus d'opérationnel au final que de gens strat. Déjà, ça, c'est très important pour moi de le dire, parce qu'en fait, tu vois, genre, t'as pas mal de gens qui vont accompagner sur de la stratégie, etc., etc. Sauf qu'en fait, quand t'es dans un moment de crise, t'as besoin de gens qui savent faire, et qui savent faire bien, et qui savent faire très vite. Donc, tout ce qui va être un peu fumé, je vais t'aider à faire ça, etc., bah, déjà, c'est peut-être refocus, tu vois. Je parle vraiment en tant que solopreneur, tu vois, ton offre sur des choses extrêmement concrètes et qui apportent en fait des résultats assez immédiats. Mais c'est aussi être clair aussi également avec tes clients sur le fait que les résultats immédiats, peut-être que ils vont arriver plus difficilement. Tu as aussi un discours à avoir aussi, je pense, avec tes clients, parce que effectivement, si t'as une crise, tu vas générer moins de pipe, tes closings vont être beaucoup plus difficiles, et donc voilà, donc t'as aussi également un enjeu. C'est pour ça que je trouve ça un peu, malheureusement, un peu gênant qu'on puisse pas parler en fait de la situation, parce qu'en fait t'as les boîtes qui sont en mode genre dans le déni aussi, en mode genre on va faire des objectifs de malade mental, on va faire 30% de croissance, 40% de croissance, 50% de croissance, mais ok. Tu crois tu crois qu'elles sont dans le déni? Là, je pense qu'à la fin 2023, elles sont plus en mode on ajoute 30% de croissance. Moi je sais pas. Moi j'ai des boîtes, j'ai des boîtes en fait, quand elles te parlent, ou des gens qui travaillent dans ces boîtes-là qui te disent l'année prochaine on va faire ça, on veut croître, etc. Donc en fait, pour moi, il y a personne qui te dit en off, évidemment c'est pas des choses qui se disent publiquement, mais t'as pas l'impression qu'il y a une espèce de prise de conscience de dire ok, le sales ça va beaucoup plus être plus difficile, etc. Quelle stratégie on va mettre en place, etc. Évidemment aujourd'hui on sait qu'il y a pas mal de canaux à mettre en place, le content, etc. Donc ça, pour moi, déjà, la première chose, moi, ma stratégie, c'est de me refocaliser. Donc, effectivement, quand je fais du free, c'est de refocaliser, effectivement, sur des choses opérationnelles, des choses très concrètes dont les boîtes ont besoin. Et donc, pour moi, comme je fais du sales, c'est du sales. Tu vois. Est-ce que j'allais dire, c'est quoi les boîtes à ton avis, de quoi les boîtes, elles vont avoir besoin? Parce que moi, j'ai présumé qu'elles allaient avoir besoin de faire du content pour être visible et de savoir closer les deals qui allaient rentrer. Et tout ce qui est un peu prospe et autres, c'est intéressant, mais tu vois, genre. Pour moi, dans ce genre de période, en fait, t'as besoin de gens qui savent convertir, en tout cas dans nos domaines, hein, évidemment, qui savent convertir des deals et des pipes assez facilement, donc qui génèrent des leads. Mais tu vois, il y a moins de place au test, tu vois ce que je veux dire? Et donc, il faut, en fait, être sur des choses, en fait, qui fonctionnent bien. Et pareil, tu vois, sur le contenu, t'as raison. Pour moi, le contenu, aujourd'hui, je vois des boîtes, c'est pour ça que quand je te dis, c'est la crise, mais personne ne le dit. Aujourd'hui, je vois des gens où jamais ils auraient fait du content, tu vois, où ils disaient même, en fait, ils prenaient les gens un peu de haut, tu vois, genre en mode, vous êtes ceux qui, des gens qui ressemblent un peu à Alex, tu vois, genre, voilà, genre, les gens, comme ça, sur LinkedIn, là, ils nous racontent leur vie, on s'en fout, ça nous saoule. Et tout d'un coup, tu vois des posts qui drop, j'ai jamais posté sur LinkedIn, mais là, je me dis qu'il faut que je transmette, pour toute mon expérience. Ok, bon, d'accord, attends, mec, c'est juste t'es dans la sauce, tes coups de fil, ça marche pas, t'as pas une équipe qui sait faire du cold call, tes emails, ça marche pas, donc t'es obligé d'agiter le peuple et d'essayer de dire, ok, j'existe, s'il vous plaît. Donc, il y a un moment donné, tu vois, genre, juste ça, c'est des petits signes qui disent, ok, tu vois, genre, là, c'est la sauce. Et donc, du coup, tu vas être obligé d'avoir des gens qui savent faire du contenu. Mais tu vois bien, quand tu dis, par exemple, créateur d'économie, oui, mais c'est pas n'importe quel type de profil. Tu vois, les mecs qui sont influenceurs, parce que là, aujourd'hui, l'influence, ça marche de fou, mais on a aussi des retours à côté qui disent que, il y a des influenceurs sur lesquels on a mis du cash et ça génère pas des leads. Donc, mais moi, je suis dans le truc B2C aussi. Tu vois, je suis très B2C. Enfin, dans la créateur économie, là, je suis en mode vraiment en délire B2C. Même, on en a parlé hier, je pense que le B2B, c'est pas le truc où je me focus sur track, mais juste, je reviens sur un point dont t'as parlé. T'as dit, il y a pas de place pour le test. On n'a plus le temps pour le test. Enfin, c'est le premier truc qu'on arrête. Mais est-ce que même il y a des freelances, tu vois, je sais pas, leur proposition de valeur, c'est de dire, je vais venir faire des tests chez vous. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que quand je te demande, c'est quoi pour toi les endroits où les boîtes, elles vont avoir vraiment besoin de freelance, et comme ça, on peut essayer de guider des gens en se disant, arrête tes conneries de faire ça, et va te recentrer sur ça. Enfin, c'est quoi, tu vois, les choses hyper concrètes dont elles vont avoir besoin? Parce que là, tu vois, quand je t'entends, je me dis juste, elles vont toujours avoir les mêmes besoins, mais juste de gens plus opérationnels. Alors que j'ai peut-être le sentiment qu'il y a des trucs qu'elles vont vraiment dégager, tu vois. Peut-être que je me trompe, mais... pour moi, elles vont dégager des choses, des trucs de com, etc. Pour moi, en fait, elles vont se refocaliser sur des trucs basiques, qui sont sur des marketeurs qui vont générer des leads, et qui vont savoir faire du contenu,
Et donc après, peu importe comment elles vont générer des leads, mais avec des stratégies en tout cas qui marchent. Évidemment, quand je dis des tests, c'est-à-dire que pour moi, c'est juste des trucs un peu fumeux, genre je sais pas, je vais vous aider. Enfin, c'est pas fumeux, mais j'ai pas envie de vexer qui que ce soit parce que et en même temps, je suis pas devin, donc je sais pas ce qui va se passer. Mais je sais pas, tu vois, il y a des trucs qui sont moins utiles en fait dans une période de crise. Voilà, un sales, on sait ce qu'il fait. Un SDR, ok, genre le gars qui arrive et qui dit je te monte une machine de fou, je vais te scraper toute la planète et connecter les trucs, les machins, alors qu'en fait t'as juste besoin d'envoyer des emails, générer du lead. Voilà, t'as besoin de faire des emails qui marchent, tu vois, comme Alex essaie de faire. T'as besoin de faire des emails qui apportent du résultat. T'as besoin en fait d'avoir une stratégie à outbound, ok, de faire des tests. T'as besoin en fait, par exemple là, on en parle souvent. Bon, en tout cas moi j'en parle dans mon podcast. T'as besoin de gens qui savent mettre en place des stratégies de partenariat pour aller plus vite, pour pouvoir activer de nouveaux leviers aussi également de génération de leads, tu vois. En fait, pour moi, c'est-à-dire qu'il y a plus de place pour dire je vais vous expliquer comment faire. Il va falloir que tu saches faire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, moi, tu vois, genre les profils, tu vois, qui disent ouais, moi aujourd'hui, j'accompagne les boîtes plus sur la strat. Après, c'est elles qui mettent en place. Oui, non, mais en fait, là, t'es dans une période où c'est la crise. 2, elles auront autre chose à faire que de réfléchir à comment mettre en place ces choses. 3, il va falloir que tu les guides et que tu saches faire. Et si tu sais pas faire, c'est ce que disait Alex une fois, c'est qu'il y a plus de place pour le à peu près ou les gens qui ont une pseudo expertise. En fait, il va falloir qu'en fait, tu sois bon. Voilà. Et que ce soit pour les salariés ou que ce soit pour les free, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les trucs superficiels, il y a plus de place pour ça en fait dans les périodes de crise. On a besoin de gens en fait qui délivrent, qui soient bons. Évidemment, tout ne marche pas. Hein. L'idée c'est pas mais des gens qui ont une vraie expertise. Tous les trucs un peu fumeux, un peu malheureusement. Donc là le conseil c'est recentrer. Se recentrer sur les trucs où on est ultra bon et on fait que ça, tu vois. Ouais, je vais te donner un truc, par exemple, un exemple, vous allez rigoler, mais moi, ça me met en colère. Hein. Les premiers postes qu'ils ont sautés aux US, et donc on sait que c'est pareil, ça va être pareil en France, hein, parce que voilà. Non, les premiers postes qu'on faisait en France, c'est tous les profils diversité et inclusion. Les premiers qu'on sautait. Dans toutes les boîtes. Ouais, en fait, en gros, déjà, on l'avait dit, c'est la crise, il y a plus de thunes, la diversité et l'inclusion, voilà, c'est bon, voilà. Allez, Noirs et les Arabes. Voilà, on vous a fait plaisir, là, mais les meufs, les personnes en situation de handicap, les Noirs, les Arabes, là, bon, c'est bon. Passez votre tour, attendez qu'on se remette à mettre des choses en place et après on se rend. Non, mais vraiment, oui, attends. Parce que tu dis diversité diversité, ok, mais juste diversité dans le domaine du sales ou, enfin, tu vois, parce que c'est très large. Non, mais tu sais, c'est dans les boîtes RH, tu sais, t'as toujours une personne qui gère la partie diversité. Ils ont fait sauter les quotas. Leur budget, soit ils ont été coupés de manière drastique, soit dans les boîtes américaines, et justement, il y a eu pas mal d'articles là-dessus en disant, ok, en fait, c'est pas important, du coup, au final, qui ont été carrément, c'est les gens sur lesquels on a coupé. Donc, on a gardé quoi? On a regardé qui? On a gardé les recruteurs. Mais on t'a dit, toutes les actions diversité inclusion, allez, ciao, tu es de côté. Et ça, je pense que dans chaque type de métier, tu vois, par exemple, je sais rien. Tu vois, peut-être que dans une équipe commerciale, moi, si j'avais demain une team commerciale et que j'avais les moyens et que je devais faire des coupes, peut-être que la coupe, je la ferais sur le mec des opérations. J'ai besoin de sales, j'ai besoin de gens qui close. Ou tu vois, j'ai peut-être moins besoin du mec qui me met une machine de ouf, etc. Tu vois, je me dirais écoutez, on va se recadrer, je vais reprendre les mains du CRM, je vais remettre mes mains dedans, mais je vais pas payer un mec en CDI sur le sujet. Ou bien, tu vois, je vais payer plutôt un free, tu vois. En fait, c'est ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, tu vas revenir sur les trucs qui sont les fondamentaux. Des marketeurs qui savent générer des leads, des sales, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais des sales. Si, t'as raison, hein. Des recruteurs qui savent recruter. Mais je creuse, je te pose la question pour qu'on, tu vois, on donne des vrais des trucs recruteurs concrets, qui savent recruter. Enfin, tu vois, genre, tu reviens à des fondamentaux et tout ce qui est, bien-être au travail, la personne, là, ça saute. Diversité, inclusion, je te dis, ça me met en colère, ça vraiment, je trouve ça tellement abusé. En plus, c'est tellement mal fait. Oui, mais ça montre justement l'hypocrisie, parce qu'en fait, les trucs diversité, inclusion, tous les machins, marque employeur, je sais pas quel truc. Ça, c'est tous les sujets un peu de bourgeois. C'est-à-dire, quand t'as trop de blé, tu commences à te dire, vas-y, attends, faut qu'on travaille ça, machin, blabla, on va recruter du peuple là-dessus. Et après, dès que c'est en mode guerre et que c'est un peu plus la sauce, c'est les premiers trucs à sauter, parce que tu dis, attends, ça c'était un truc de riche, en vrai, on s'en bat les couilles. Là, faites focus survie, donc, inclusion, machin, blabla, diversité, marque employeur, ça tèche. Mais je sais pas si c'est un truc de riche, c'est juste que c'est un truc qui se passe quand dans le marché tout est chillax et que c'est pas. Ouais, justement, c'est truc de riche. Quand c'est la paix. Quand t'es un bourgeois, t'amuses à faire des trucs tranquilles. T'as du bif à dépenser. Des choses.
tu vois, à peindre ta maison, à la rendre jolie et tout. Et quand c'est la guerre, bah tu reconstruis ta maison, quoi. Donc, Bah oui, quand c'est la guerre, là t'es en mode ok, bah vas-y, j'ai pas assez de blé pour becter. Bon bah du coup truc inclusion, blabla, je sais pas quoi, tu sais que ça dégage. Mes abonnements Netflix, ça dégage. Enfin c'est tout vire. les barres de céréales gratuites dans les bureaux, ça Voilà, tu vires tout. Mais tu vois, mais c'est là aussi. C'est là où c'est intéressant aussi. Toi, par rapport, moi, je trouve cette année, parce on a vu beaucoup de marketeurs, toi, dans pas mal de boîtes, alors qui le disent pas publiquement, mais qui se sont fait têche, toi, et à différents niveaux, quoi, que ce soit, tu vois, des head-off, des machins, tout le bordel. Et bon après là, moi normalement je suis censé être marketeur, toi, donc je suis en train de tacler mon équipe, quoi, tu vois, mais bon c'est but contre son camp, quoi. Et du coup et tu sais c'est un peu un aveu de ok bah en fait si les mecs avaient autant d'impact, les boîtes sont pas des putains de mongols, tu vois. Tu ne dégages pas tes fameux A-players qui délivrent, qui apportent une tonne de valeur et qui sont indispensables pour l'équipe de la boîte, toi. Et ça je pense c'est pareil aussi au niveau sales, toi. Parce que moi j'ai eu pas mal d'échos, toi, avec des boîtes qui galèrent maintenant à recruter parce que je pense qu'elles sont beaucoup plus exigeantes aussi sur la qualité des recrutements, quoi. Comme il y a moins de blé, tu vois, elles sont moins en mode vas-y bon on va prendre n'importe qui et ça va être la fête du slip. Et du coup ce qui fait que en réalité quand tu regardes un peu en détail, t'as pas autant de gens qui ont un impact énorme au sein des boîtes, et du coup en fait tu vois que si tu les kills, bah ça sur la bottom line ça change pas trop, quoi. C'est-à-dire que tu peux les virer et en fait sur la partie revenu, donc sur ce qui est indispensable pour la boîte, ça va pas bouger l'aiguille de grand chose, quoi. Donc c'est là aussi où tu vois qu'il y a pas mal de gens en public, soit qui vont sortir, bah, comme le dit Marwan, tu vois. Je fais des trucs de fou, des usines à gaz, des machins, des dingueries, je sais pas quoi, blabla, on fait blablabla, je sais pas quelle connerie là. Et en fait derrière, tu vois, c'est les premiers à têche, tu dis mais attends mon gars, soi-disant je vais essayer les fous furieux là à faire des je sais pas des putains d'usines à gaz, hein. Mais du coup pourquoi t'as tèche là, c'est quoi cette merde là? Bah non tu comprends pas, c'est parce que je voulais me lancer en freelance, t'as rien compris toi Volos. C'est pas du tout pour ça. Et toi du coup je pense que c'est aussi un aveu du manque d'impact de pas mal de profils où finalement quand c'est la merde, t'es obligé de faire des coupes et toi curieusement c'est des coupes qui sont réalisées dans des postes qui sont censés être générateurs de profit, quoi. Et donc tu vois qu'en fait je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui se voilent la face avec des trucs, enfin avec des trucs bullshit qui sont mis en place et qui ont finalement pas d'impact, quoi. Ça, Oui, c'est j'allais pour ça que dire. je disais, en fait, tu reviens aux fondamentaux, tu reviens Ouais, aux de gens ouf. qui appellent, tu reviens aux gens qui savent faire du contenu et qui savent convertir, tu reviens aux gens qui savent envoyer des emails, construire des choses assez simples, mais en tout cas qui apportent des résultats. Et à la fin, ce qui va importer, c'est tout simplement combien de leads tu génères, combien de leads tu convertis. Ok, t'as besoin de sales en fait qui sont bons. Et t'es pas genre juste dans un truc de voilà. Moi, je veux des gens coachables, etc. Oui, tu veux des gens coachables, mais tu veux des gens qui, en tout cas, soient capables pour pas trop mobiliser des managers et pas avoir des strates de managers qui passaient énormément de temps à former des gens. Donc, tu veux des gens qui sont déjà bons, en tout cas. Enfin voilà. Et ça va être sur toutes les strates, tu vois. Pareil sur les opérations, tu vas prendre des chefs de projet, pareil, qui sont capables de faire le minimum, délivrer, tu vois. Ce qu'il y a à délivrer, mais sans peut-être mettre en plus les petites fioritures que tu pouvais mettre en place. Voilà. Et puis on sait également ces périodes-là, elles s'accompagnent malheureusement toujours aussi également de surmenage parce que tu as des équipes qui sont beaucoup plus petites, donc qui engrangent énormément. Donc c'est jamais des équipes grosses. Et moi je suis désolée, tu vois. Je le prends pas comme une bonne nouvelle, même si je suis de l'autre côté, tu vois, de la partie free. Évidemment, je vois bien que les gens, en fait, ils se disent que c'est cool, mais ça veut dire qu'on est quand même, en fait, une espèce de chair à canon. Et là, moi, enfin, j'ai eu des nouvelles de gens qui bossaient dans des boîtes qui ont levé des millions, en fait, dernièrement, et qui se sont fait virer comme des malpropres, qui étaient même pas, qui savaient même pas, en fait, qui étaient freelance. On leur a dit cessation d'activité. Voilà, au moins quand t'es en CDI, tu sais, t'es au courant quand il y a une cessation d'activité. En tout cas, t'es invité dans un meeting où on te l'annonce. Ouais. Là, quand t'es freelance, Ok. t'as un mec avec qui t'as bossé qui te dit, en fait, Je venais de vous envoyer la facture. Ah ouais, d'accord, donc j'ai plus de clients là, genre, tu vois. Je suis mort. C'est horrible, tu vois. T'envoies la facture à ton contact, il y a genre out of office. Non, mais c'est ça, parce qu'on est dans ces situations-là, tu vois, on va parler des termes, mais tu vois, genre, moi, quand j'ai appris ça, là, dernièrement, tu sais, je voyais trop freelance, j'ai arrêté avec cette boîte, non. Et tu vois, du coup, peut-être qu'elle va me reprendre. Tu vois, peut-être qu'elle va me reprendre. Mais tu vois, on est, enfin, tu vois, genre, toi, en tant que free, ou même, enfin, tu vois, genre, c'est pas non plus agréable, tu vois, t'as pas de sécurité, etc. Donc là où je pense que t'as apporté des réponses, hein, je pense qu'il faut
pas arrêter de prospecter. Je pense que aussi du côté des solopreneurs, il faut pas être dans un truc. Je pense qu'il faut avoir. Moi, j'ai capté ça cette année, parce que tu sais, j'ai capté qu'il fallait pas être dans une over loyauté, parce que de l'autre côté, en fait, ils peuvent te dire ciao du truc. Donc il faut être hyper précis. Tu vois, genre sur le delivery, sur le temps que ça va durer, qu'est-ce que j'y fais, etc. Est-ce que ça va marcher, et voilà. Donc ça j'ai capté ça en fait, parce que j'étais beaucoup plus en mode genre, bah en fait si ça marche, on va continuer ensemble. Et là je suis plutôt en mode genre, ok, en fait sur quoi on se met d'accord, sur qu'est-ce qui ferait que vous êtes content. En fait là je suis un peu plus précise dans mes discussions sur à la fin qu'est-ce qu'on attend. Et en mettant plus mon nez, en posant plus de questions sur on va dire les chiffres en fait de la boîte, quoi. Enfin tu vois, genre pour pas commencer à être sur des fausses promesses, des trucs enfin voilà quoi, un peu délirant. Juste avant d'enchaîner, il y a 2 trucs aussi dont on n'a pas parlé et qu'on fait pour préparer la crise. Je sais pas, bon, ça, je m'emballe, mais ça se trouve vous allez me dire ouais, tais-toi, tu dis n'importe quoi. Mais moi, enfin en vrai de vrai, déjà de 1, on a Mastermind, tu vois. En fait, déjà, juste, on s'est remis, on est depuis 2023, on est ensemble, mais on est ensemble, donc on se partage les vrais trucs, on s'entraide sur des sujets. Et en vrai, mine de rien, moi, je sais que ça m'aide beaucoup. Je sais pas si ça vous aide, mais genre, en fait, c'est ultra puissant. Déjà, juste le fait qu'on fasse ce truc-là en privé, et ensuite qu'on ait un mastermind où on a un podcast, on le fait en public, on build un peu notre média. C'est du contenu, donc on a dit que c'est important, mais le faire. Je pense que ça aussi, tu vois, c'est un gros asset, et on s'est dit de toute façon sur 2024, on allait capitaliser dessus parce qu'on pense que c'est un moyen pour nous permettre de passer entre les gouttes de pluie, tu vois, et éviter un peu la crise, ou en tout cas les dommages, enfin ouais, éviter tout ce qui peut y avoir sur le marché. Et donc en vrai, enfin tu vois, on l'a oublié parce qu'on est dedans, mais c'est quand même un truc qui est un peu important. Et je pense que se regrouper, pas forcément en mode on fait un collectif que de sales parce qu'on est des sales, mais tu vois, parler avec un marketeur, parler avec un truc, un machin, si ça, pas forcément bosser en collectif ensemble sur des projets, mais juste avoir un groupe, j'ai envie de dire un groupe de soutien, comme les alcooliques anonymes, tu vois, mais genre juste, tu vois, on est ensemble, on se partage les vrais trucs, on parle et on s'entraide, bah en vrai, mine de rien, ça aide, tu vois. Non mais de fou pour moi déjà. Ça on a dit qu'on ferait un podcast dédié sur les apports qu'on a eu et les apports du mastermind. Mais ça pour nous, big up à Alex qui nous a réunis il y a quelque temps. Mais là, j'ai senti la misère, c'est pour ça que je me suis oula, attendez, falloir s'entourer là entre miséreux là, tu vois. Là ça va être les galériens anonymes quoi, parce que sinon ça va être la sauce sur la fin d'année quoi. Non mais du coup même en fait en termes de passe D, parce qu'il y a toujours des passes D que tu te fais. Donc du coup de se dire voilà, moi j'ai un client, il y a peut-être un besoin là-dessus, etc. Donc déjà t'es plus fort parce que chacun prospecte dans son coin, donc du coup t'as des informations, j'ai ces besoins, moi j'ai quelqu'un, je connais, etc. Et du coup sur ça t'as complètement raison, mais je pense qu'il faut multiplier aussi les groupes. Moi je suis avec vous en mastermind, c'est là où j'investis beaucoup plus, mais je sais que par exemple je suis dans un autre collectif aussi avec du coup les personnes de Winning by Design France, où on partage notamment une méthodologie des sales ou une vision du business, sales, CSM, market, et du coup pareil, tu vois, genre ça t'apporte pas du business en concret. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas apporté du business en concret, mais en fait, par exemple, typiquement, j'ai dû faire un travail de, ok, là, ça va pas, mes offres, elles sont pas claires, etc. Et du coup, j'ai pu avoir un point avec Aurélien Tardieu, qui m'a dit, écoute, viens, on se prend 1 heure. Il a je sais pas combien d'expérience en free, en me disant, ouais, en fait, ton problème, t'as un gros problème de syndrome de l'imposteur. Là, tes offres, ça va pas assez pricé. Et tu vois, t'as quelqu'un qui a un regard et ça a de la valeur de fou, tu vois, parce que ça, c'est le genre d'information que les gens te donnent pas, etc. Et c'est parce que t'es dans un espèce de collectif et que du coup, moi de mon côté, je l'ai invité dans mon podcast, dans mon côté, enfin tu vois, il y a des choses en fait que tu te files et qui fait que dès qu'il y a un truc, il y a peut-être ce client, tu devrais aller voir ça, etc. Donc ça, pour moi, enfin truc numéro 1, c'est que je pense que dans une période de crise, faut pas être tout seul. On avait prévu de toute façon de faire un podcast sur le networking, etc. Donc c'est aussi également le moment de faire plus de réseaux. Et pour moi, là, je vais le dire, mais en fait, tu m'as déjà convaincu cette année, et c'est un chemin que j'ai pris et que j'espère qu'Alex va prendre parce que je lui veux beaucoup de bien. C'est le contenu, voilà. Donc c'est faire du contenu, c'est parler. C'est ma formation. Hein. Voilà, c'est parler comme Laetitia et Alexandre. Peut-être pas Alexandre parce qu'il fait pas de contenu, mais j'ai plus de CPF pour te donner. C'est vraiment très important. Et en fait, le problème, c'est que moi, je comprends trop parce que toi, t'es dedans. Toi, c'est ton métier, en fait. C'est ton ADN. Mais quand, en fait, t'es dans une sauce, t'es en mode, genre, moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, attends,
là j'ai mon podcast à sortir, mais en même temps faut que je fasse de la prospection. En fait, tu as des choix à faire et donc ton choix, tu vas toujours le faire sur le plus urgent, qui est d'aller chercher tes clients ou surtout de travailler pour tes clients, parce que ça on le dit pas. Oui. Mais moi, genre sur le dernier quarter, tous mes posts LinkedIn, ils sortaient à 17h, 18h, parfois je postais à 20h. J'ai commencé à poster le dimanche. Oui, effectivement, tu m'as dit que ça marchait, mais j'ai pas posté le dimanche parce que ça me faisait plaisir. C'est juste aussi également, il y a des moments pour des clients, j'étais dans la sauce. Fallait faire plus de call. fallait ça, tu vois. plus, et voilà. Et puis attends, quand t'as des résultats quand t'exploses, tu peux faire genre la belle en mode genre nan, mais quand tu vois c'est plus difficile, il faut que tu montres à ton client que t'es là, que t'es sur le front et que t'es pas focus sur d'autres choses. Donc t'as quand même tu vois une espèce de pression quand t'es freelance ou solopreneur, ou même quand t'es salarié, parce que ça marche aussi également pour les salariés. Oui, tu vois, que ton patron te dise attends, tu fais quoi là? Enfin, on en a déjà parlé de ça, tu vois, de fait, etc. Mais moi, ça c'est un conseil, c'est de faire du contenu et de faire ce que tu peux. C'est-à-dire que ça sert à rien de te dire ok, ouais, en fait, il faut poster à 9h, faut poster tous les jours, etc. Tu fais ce que tu peux. L'idée, c'est au moins si tu dois poster que deux fois sur LinkedIn ou faire un podcast ou faire une newsletter, mais en tout cas, il faut qu'en fait, on puisse voir ce que tu sais faire. Et l'idée, effectivement, je pense pas que c'est forcément d'être dans une démarche de je vais avoir du lead inbound. Oui, évidemment, tu peux en avoir, mais c'est aussi également que les gens savent qui t'es, ce que tu fais, et c'est assez simple, tu vois. Genre, et ça, et ça facilite de ouf, le closing. Enfin, quand t'es quelqu'un, t'es quelqu'un, tu vois. Et quand t'es personne, t'es personne. Donc, en fait, ça change tout. Mais juste, ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est pour ça que, en fait, je pense, le mauvais move s'il y a un truc dans mon expertise, là, qui est sur le content, que je pourrais donner en conseil rapidement et tout, c'est, faut pas attendre que ce soit vraiment la merde pour commencer à se dire, bon, faudrait que je montre que je suis un expert sur LinkedIn, tu vois. Genre c'est avant en fait que tu fais du contenu, c'est avant que tu montres que t'es chaud, tu prends la place et puis quand ça commence à être vraiment de la merde, tu pourras capitaliser sur tout ça. Mais c'est pas quand t'es vraiment en PLS total et tout que tu te dis bon je commence à m'amuser à faire 2-3 posts sur LinkedIn, tu vois. Prépare ta machine avant, prépare ton truc, ton plan d'action, ton positionnement. Enfin mine de rien, tu vois ça prend du temps en fait de savoir ce que tu vas poster, comment ça va poster, avoir tes premiers learnings. Enfin du coup c'est comme la prospe. Tu fais pas de la prospe quand t'as plus de clients, tu fais de la prospe quand tu sais que ton client il se termine dans 2 mois, tu commences à anticiper parce que dans ton temps de closing ça prend 3 semaines, enfin bref. Je sais pas, il y a un truc où j'ai l'impression beaucoup de personnes anticipent pas assez. Après c'est parce qu'on a la tête dans le guidon, c'est chaud, moi je sais que je fais pareil des fois. C'est super chaud en fait quand tu fais du free, on en a déjà parlé. Maintenant il y a un truc qui peut aider. Anticiper c'est important, tu vois. Ouais, mais il y a un truc qui peut aider qui va avec le fait de pas être seul. Là, par contre, c'est des choses que je pense que je vais mettre plus en place sur 2024 aussi. C'est le fait d'être ensemble, c'est faire ensemble et faire du contenu ensemble. Donc typiquement, il y a le contenu que je fais avec vous à travers Mastermind, mais c'est aussi de prendre des gens dans mon domaine que je considère de mon niveau, que je considère pertinent. Et voilà, tu vois, par exemple, j'en ai parlé à quelques-uns. Viens, on se fait un live. Viens, on se fait ça. Viens, on se fait ça sur tel sujet, sur tel sujet. Et du coup, t'as des associations d'idées. C'est-à-dire que en fait, quand tu vois, c'est plus facile déjà d'y aller à plusieurs. T'es moins flippé. Et deuxièmement, en fait, tu sais que quand tu traînes avec telle personne, tu fais du contenu avec telle personne, il y a des associations de OK, ces gens-là, ils ont un bon niveau. Du coup, voilà, ça permet en fait d'être visible des bonnes personnes. Et voilà. Donc mais par contre, on l'a déjà dit, donc on va pas le répéter, mais justement, il faut pas non plus être dans l'inverse, de commencer à s'exciter et de commencer à faire des contenus qui n'ont aucun sens pour le business. Encore une fois, c'est comme là ce qu'on a dit, c'est la crise. Recentrez-vous sur ce qui est important. Les gens, ils ont pas envie de savoir, voilà quoi. Je sais pas, toi, Alex, du coup, ça, je sais que t'as mis content, mais non, de toute façon, ce que vous dites sur Mastermind, c'est vrai que c'est en fait comme tout le monde bullshit. Même quand tu vas parler avec des gens que tu connais pas trop, on en a déjà parlé, mais ouais, ils vont pas te dire la vérité, ils vont pas te dire ouais, en fait non, c'est vrai que ça pue, je suis en stress, machin, blabla, là je galère, machin, il se passe X, Y, Z. Donc c'est qu'en public, quand toi t'as l'impression que ça ralentit ou tu sais, ou t'es un peu en stress tout seul, justement t'es tout seul parce que tu te dis ok, mais attends, j'ai l'impression d'être le seul couillon là, tu vois. À me dire ça, toi, c'est moi qui ai rien compris, ou du coup il y a un bug dans mon bordel, quoi. Du coup ça te fout un stress supplémentaire alors que t'avais pas ça comme problème à la base. Donc c'est que nous, grâce à Mastermind, comme on a chacun nos réseaux, c'est que du coup on connaît, on va dire, plus intimement les gens, quoi. Et donc ils vont nous dire les vrais bails, quoi. Tu sais, tu vois, ils vont pas essayer de nous bullshiter parce qu'on les connaît vraiment, quoi. Et c'est là où tu dis attends putain. Vas-y, du coup c'est vraiment la merde apparemment, parce que lui c'est la merde, lui machin apparemment il dit que ça pue. Alors que ça, sur le papier, tu dis que c'est pas des gens normalement qui sont censés galérer, quoi. Et donc du coup, c'est que ça
enfin tu te dis ok, ma situation est pas forcément plus critique que les autres. Et donc je trouve ça stresse moins et t'es plus en mode ok, je vais pas remettre en question la totalité de mon business quoi, mais du coup peut-être falloir que je bosse mieux, que je fasse des actions de manière plus active pour que j'ai le tir quoi. Et donc c'est vrai que ne pas être seul dans ces périodes-là, je trouve que c'est, enfin même ne pas être seul de façon générale quand tu fais un truc, c'est quand même un asset assez important, parce que tu peux passer pas mal de temps à te prendre la tête sur de la merde plutôt qu'à passer du temps à délivrer ce truc important quoi. Donc tu vois, si t'arrives à focus ton énergie sur délivrer le vrai truc et pas réfléchir à de la merde pour te flinguer ton existence, tu vois, là forcément t'es déjà dans une meilleure posture. Ok. Bon, maintenant, en fait, on va parler peut-être, on va prendre chacun nos domaines. Je pense que c'est important pour apporter un peu de la valeur globalement. On a parlé pas mal de comment on s'est préparé, comment on envisage les choses. Alors évidemment, je le dis parce que là, c'est ce qu'on dit maintenant, en décembre 2023. Globalement, ça se trouve en février 2024, ça sera tellement la sauce qu'on aura fait pirouette cacahuète, on aura trouvé d'autres stratégies. Mais voilà, l'idée c'est ça. Ce que j'aimerais bien, c'est que en fait sur vos domaines particuliers, donc Marwan toi sur le content, Alex sur la partie market, outreach et moi sur la partie sales, c'est que vous puissiez dire en fait aujourd'hui pour les boîtes dans lesquelles vous intervenez, sur lesquelles vous travaillez, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait, c'est quoi vos priorités que vous mettriez en place ou que vous faites aujourd'hui pour qu'ils s'en sortent en termes business sur vos sujets. Qu'est-ce qu'à votre avis, alors, elles doivent faire et sur quoi elles doivent concentrer leur focus. Je commence par toi, Alex. Après, Marwan. Déjà, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça, on a un petit peu parlé, mais tu vas avoir sélection naturelle, hein, tu vois, c'est comme la fin du monde, tu vois, t'en as qui vont dead et c'est prévu de dead, hein, tu vois, donc c'est pas, et tu vois, du coup quand c'est la merde, bah t'as toutes les boîtes un peu bancales, tu vois, où quand tout va bien, c'est bon, ces trucs-là peuvent survivre. Là, je pense que de toute manière, ça risque de mourir, ou en tout cas, ils vont être dans des postures beaucoup plus délicates parce que leur produit est pas du tout prioritaire par rapport au marché, quoi. Donc, je pense que ça va être, toi, t'as des boîtes techniquement qui vont être plus difficiles à sauver parce qu'en fait il y a pas de les fondamentaux sur la boîte ne sont pas bons quoi, tu vois, c'est une petite tempête et finito, tac, il y a plus de maison quoi, tu vois. Quand tu parles des fondamentaux, c'est quoi pour creuser un petit peu, c'est ils ont un produit, tu vois, nice to have, où ils pouvaient, par exemple, on en parlera peut-être dans un futur podcast, mais pas mal de boîtes qui avaient des grosses valos et qui maintenant se cassent la gueule. Et en fait, parce que depuis le début, c'est un truc foireux, c'est-à-dire que elles font de la croissance, mais elles font de la croissance parce qu'elles ont levé comme des grosses salles des tours à plusieurs millions, machin, et donc ça crache de la thune n'importe où, n'importe comment pour faire de la croissance, et ils s'en battent les couilles de leur coût d'acquisition. Et donc à un moment donné, quand les VC là commencent à se réveiller, à leur dire mais attendez, en fait là est-ce qu'on serait pas en train un peu de faire de la merde là, tu vois, s'il faudrait pas qu'on arrête un peu les conneries là, du coup ça regarde un peu les chiffres, ils disent mais en fait votre truc là on a fait nimp là, c'est de la merde votre bordel là, vous êtes pas rentable et tout là. Et là du coup ils sont en PLS, tu vois, et en fait tu vois que ces boîtes là depuis le début, en fait elles ne sont pas pensées pour la rentabilité, possiblement elles ne peuvent pas être rentables. Donc en fait tu sais que si tu payes je sais pas un client X euros et que derrière il te rapporte moins, tu sais que ton truc il est pas viable, hein. Tu te dis ok, ma boîte c'est de la merde là, en fait ça ne va pas ça. Et comme ils se sont pas focus sur la vraie rentabilité, du coup toi ces boîtes là il y a moyen qu'elles meurent, parce que souvent ces boîtes là quand tu coupes la thune, tu vois qu'en fait il y a pas d'asset derrière toi, il y a plus de croissance, il se passe plus rien, et en fait elles sont sous perfusion depuis des années avec du paid, tu vois, à faire de la pub, de l'acquisition de partout quoi. Mais en fait quand t'enlèves la thune, tu vois qu'en fait tout le monde s'en bat les couilles de la marque quoi. Tu sais que voilà, il y a pas de brand, il y a que dalle. Enfin c'est un point dans l'univers de ces marques là où tout le monde s'en fout, et puis du coup tu vas mourir quoi. Donc ces boîtes-là, tu vois, quand les fondamentaux sont pas bons de base, c'est-à-dire quand t'as pas vraiment de traction, quand t'as pas un fit avec le marché suffisamment fort, en fait tu risques de passer à la trappe parce qu'il y a pas grand-chose à faire quoi. Et donc tu vois, si la plus-value que t'amènes à tes clients est pas suffisamment importante, je pense que pour moi c'est le truc indispensable. C'est est-ce que en temps de crise, toi t'es un truc où les gens continuent à te voir comme quelque chose d'indispensable et ils veulent investir chez toi quoi, ou bien finalement toi c'est en mode non, on a plus de thunes machin et tout, ça c'était sympa quand j'avais du blé et tout là, que je pouvais faire des dingueries, maintenant là que je suis en mode pauvre là et que j'ai plus de sous là pour faire mes courses là, en fait votre truc là c'est mort, ça je kill l'abonnement hein, tu vois. Donc pour moi c'est ça les fondamentaux, c'est à que ces boîtes là tu vois tu peux faire des trucs de prospection de machin etc, mais tu vois parfois j'ai des clients qui viennent me voir, pas des clients du coup, des prospects plutôt,
Et elles me disent ouais, on n'a jamais réussi à craquer l'autre bande, machin, blabla, alors que tu sais la boîte existe depuis quelques années. Et alors, parfois c'est parce qu'ils ont fait de la merde, ils ont mal exécuté et du coup tu vois, bah c'est normal, vous avez fait n'importe quoi donc vous avez pas de résultat. Mais parfois tu leur dis ouais, en fait ça fait autant de temps que vous galérez là-dessus et que vous avez vraiment zéro traction, c'est peut-être parce que le problème n'est pas un truc lié à la prospection, c'est peut-être qu'en fait simplement votre boîte, la plus-value que vous amenez, votre proposition de valeur, bah elle est pas fifou, toi. Les gens s'excitent pas et on n'a pas envie d'acheter complètement votre truc, quoi. Oui, mais ça, c'est ok, on a dit ça, mais genre, la boîte va pas dire bon, Bah si, non, bah si, c'est de la merde. Allez, au revoir, on ferme la porte. si. Enfin, tu vois, genre, qu'est-ce que bah c'est en gros, tu dégages, là, tu vires tout le monde, t'arrêtes ta boîte et tu fais un autre truc. Tu la liquides proprement. Tu liquides proprement, quoi. Non, mais non, bah, ça m'est arrivé, ce truc-là. Ça va arriver, tu pivotes, hein. Oui, ou tu pivotes, toi. Oui, mais non, mais pivoter dans un marché où c'est vraiment la merde, comme potentiellement 2024, c'est peut-être pas aussi simple. Après, oui. Pivoter, genre, je pense que t'en as, c'est pas la merde. Tu te repositionnes. Oui, t'en as qui ont peut-être galéré. Ça prend du temps quand même. À se repositionner parce que si ce sont devenus des gros paquebots, tu vois, ils vont peut-être avoir plus de mal à bouger, machin, à faire des gros changements. Donc t'en as qui vont peut-être pas réussir à pivoter pour pouvoir trouver un autre marché plus viable, plus rapidement avec les assets tech, etc. qu'ils ont, quoi. Donc ces boîtes-là, de toute manière, toi, nous à notre niveau, on peut pas forcément les aider. C'est des choix business qui sont beaucoup trop importants. Et en fait, ça pour moi, c'est le choix de. Ça c'est comme les entrepreneurs qui viennent te voir là, ils se sont enfermés dans leur garage pendant perpète là. Puis tu sais, en mode c'est bon, j'ai mon truc là. Vas-y toi, démerde-toi quoi. Vas-y, fais de l'acquisition, fais du machin. Et tu sais, c'est souvent l'image du stagiaire là, tu vois, du stagiaire growth, tu vois. Le mec est payé de la merde et on veut lui dire vas-y, fais des dingueries quoi, fais du hack là, fais du growth hacking toi mon gars là. Vas-y, tu fais de l'argent là, tu vois. Et là t'as envie de dire mais mec, t'es un baiser toi, t'es un fou. Bah donne-moi déjà 100% des parts de la boîte. Et là après on va parler parce qu'apparemment la survie de ta boîte est liée à moi quoi. Donc enfin à ce rythme-là, sinon c'est n'importe quoi. Moi je prends des devs, je leur dis faites-moi ce truc random là et vas-y, je vais prendre un stagiaire growth hacker là, puis du coup ça va me faire de l'argent quoi. Tu vois, ça n'existe pas, toi. Donc en fait du coup ça c'est les boîtes bourbiers qu'il faut éviter alors. Ouais, du coup quand les fondamentaux sont pas bons, de toute manière au niveau marketing tu peux pas vraiment les sauver quoi. Et en gros pour les boîtes où tu sais que ça pourrait le faire, en gros comme disait Laetitia, hein, tu vas arrêter de faire des conneries fancy, tu vois, de machin, voilà, essayer de faire des trucs qui ramènent pas suffisamment de cash. Hein. Et aujourd'hui par exemple sur la prospe, tu vois en France, on l'avait dit dans les précédents épisodes, mais t'as beaucoup de boîtes qui sont focus sur l'automation, sur le volume, machin, etc. Quoi. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a tellement de bruit de partout que il faut peut-être arrêter ces conneries-là, quoi, et se dire, ok, attends, on va peut-être plutôt privilégier de la prospection à la main, parce qu'en fait, ça aura plus d'impact pour nos sales et pour les prospects derrière, quoi. Et du coup, tu vois, moi c'est ça que j'irais leur pousser, c'est plus ok. En fait, aujourd'hui, tout le monde fait de l'outreach partout, surtout avec la période actuelle, où comme les boîtes sont dans la sauce, ça va encore plus accélérer là-dessus parce qu'elles veulent reprendre le contrôle de leur pipe. Hein. Donc en fait, il va falloir que tu fasses plus d'efforts qu'avant. Donc faut arrêter l'illusion de vas-y, je mets un petit truc, blablabla, ça tourne tout seul et puis ça me fait une tonne de pipe. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de sales qui doivent se mettre dans une posture de ok, faut que j'ai des meilleures approches, des trucs plus quali. De toi une meilleure posture et que je sache susciter un minimum d'intérêt par rapport à ce que je fais. Donc toi faire plus de tests, je pense, sur les values propres, sur les cibles potentielles pour prioriser toi les segments qui peuvent être rémunérateurs et puis du coup faire plus de tests à la main avant d'envisager de faire des dingueries d'usine à gaz qui mettent 14 ans toi et qui finalement te génèrent pas de cash. Donc moi je dirais toi retour fondamentaux, t'as plus d'outils, t'as que dalle. Les petits outils qu'on a aujourd'hui pour choper des mails et tout, ils sont suffisants. Tu prends un petit Casper, Lucha, je sais pas quoi, toi. Tu chopes un mail, un numéro de téléphone et puis c'est bon, t'as pas besoin de plus quoi, tu vois. T'as pas besoin de je sais pas de l'emlist, de machin, de trucs. Tu fais tes mails à la main. Peinard quoi et t'envoies quoi et puis tu vois ce qui se passe quoi et si tu vois que ça prend tu te focuses là-dessus et là au moins t'auras un peu sécurisé le pipe quoi. Donc pour moi c'est ça, c'est revenir aux vrais fondamentaux où t'enlèves toutes les conneries. Tu donnes un petit couteau au bonhomme et tu dis vas-y go dans la forêt et puis on se retrouve au bout là si t'es pas mort quoi. Donc pour moi c'est ça le mode de l'année prochaine quoi. Ok, très très clair. Et du coup toi Marwan sur tes clients, t'en as deux gros aujourd'hui que t'accompagnes sur la partie content. Ouais, pour faire très vite, moi déjà de ce que je vois, c'est que les clients globalement qui ont dans mon domaine une petite team ou alors même plus généralement toute la boîte, j'ai l'impression que c'est les meilleurs. Elles sont rapides, elles exécutent vite. Les collaborateurs qui sont là, ils sont pas là pour faire figurant, ils sont là pour charbonner. Et du coup, même c'est ce que j'ai vécu chez Lemlist, on était 40, on faisait 15 millions d'ARR. Non, 15 millions, je suis un ouf, on faisait 11. Ouais, on était 40, on faisait 11. Et aujourd'hui, ils sont pas bien plus gros, ils doivent être une soixantaine, 70 peut-être, enfin j'ai pas trop suivi. Mais du coup, ça reste une boîte qui fait beaucoup de cash et très peu de personnes. Donc moi déjà, ça c'est un truc où genre, enfin je sais pas...
je peux pas dire à des gens de TG toutes les personnes qui sont dans vos équipes, ça servent à rien, mais un peu quand même, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, t'es une boîte, tu dois faire du cash et t'as pas besoin d'un milliard de personnes qui regardent d'autres personnes faire travailler. Donc, tu vois, c'est juste un constat rapide, mais en tout cas, les boîtes avec lesquelles j'ai bossé et qui étaient les meilleures, c'est celles qui étaient efficaces et qui allaient qui allaient droit au but, tu vois, à l'essentiel. Et des fois, avoir une personne qui est là et qui dit à quelqu'un d'autre comment faire et le regarder, et machin, je sais pas quoi, c'est pas aller à l'essentiel. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, ça revient sur mon deuxième sujet, mais dans les équipes market, moi c'est un truc que je dis tout le temps, mais bon, c'est t'as 10 marketeurs et que tu produis rien, et y a un problème, faut dégager du monde là. Le marketing, son objectif c'est de faire du contenu, faire, je sais pas moi, des lead magnets, organiser des webinars et tout. On n'a pas besoin d'être 70 000 non plus pour faire ça. Et ou alors tu revois un peu tes trucs à la baisse, mais c'est possible de faire beaucoup en étant pas énormément, enfin sans faire scaler le nombre de personnes au marketing. Donc ce que je vois là, c'est tu recentres sur les personnes qui produisent, qui exécutent bien, qui savent créer du contenu, qui sont bien organisées, qui vont vite, tu mets les process en place et ensuite juste tu tabasses. Genre vraiment de ce que c'est le seul truc que je vois et qui fonctionne. J'ai fait quelques boîtes où j'ai essayé de faire différemment et ça marchait pas, tu vois. J'interromps cet échange 30 secondes pour t'apporter une précision importante. En moyenne, un épisode comme celui-ci, à Laetitia, Alexandre et moi, ça nous demande un peu plus de 4 heures de travail et environ 150 € de budget entre le montage et les outils. Donc si ce que tu es en train d'écouter, ça te parle et que ça te plaît, il y a une façon très simple de nous aider et en plus elle est gratuite pour toi. C'est de simplement nous mettre 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Et si tu es en ce moment même en train de nous regarder sur YouTube, simplement liker cette vidéo et t'abonner. Nous, ça nous fait ultra plaisir et en plus, ça nous aide à faire découvrir notre podcast au plus grand nombre. Je te prends pas plus de temps et je te laisse avec l'épisode. J'ai vu des boîtes où en fait, voilà, on n'est pas encore dans la culture. Oui, les gens se disent que le content c'est important, mais on n'est pas encore dans la culture où tu vois le CEO, il a envie d'y aller, il a envie de commencer à s'afficher, ils ont envie d'en commencer à mettre de la thune dedans. Surtout qu'en fait, justement, on l'a dit plusieurs fois dans ce podcast, ton truc naturel, c'est d'aller vers le chemin le plus court. Et donc dans la tête des gens, le chemin le plus court, c'est la partie call, c'est la partie outreach mail, etc. Du coup, aujourd'hui, quelqu'un quand t'accompagnes une boîte aujourd'hui et que parce que pour que ça marche le content, il faut que ce soit pas que le market qui fasse du content, il faut qu'aussi également il y a la direction qui en fasse, etc., etc. Enfin, en tout cas, voilà. Il y en a beaucoup, je le sais parce que je les connais, je leur parle, etc., qui n'osent pas, qui n'ont pas envie, de s'afficher. Il y a encore ce truc-là et on est en France. Franchement. Du coup, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu leur dirais ou qu'est-ce que tu ferais comme process déjà pour aller, parce que tu peux dire tabasser, mais quelqu'un qui est parti de zéro, il va pas te tabasser. Il faut qu'il soit d'abord qu'il commence, ensuite il se dise ok, voilà, il y a des résultats, voilà, je vais aller plus loin. Enfin voilà, je le vois rien qu'à mon échelle en tant que solopreneur. J'ai commencé petit. Oui, c'est sûr. Tu vois. En fait, je sais pas, tu vois, enfin la réponse elle va pas te satisfaire, mais quand c'est quand c'est la merde, genre je veux dire, des fois faut pas trop réfléchir. Enfin, c'est soit c'est marche ou crève, donc des fois il faut un peu se bouger et faire les choses et enfin là faut faire confiance à ceux qui te disent que ça marche, tu vois. Toutes les boîtes qui performent, elles ont fait du contenu, elles sont visibles, etc. Donc au bout d'un moment faut être pragmatique. Tu vois, moi ce que j'essaie de faire aussi c'est ça, c'est ok, tu m'as appelé, tu pleures, t'es en galère et maintenant tu me dis que le contenu c'est pas un truc important, tu veux pas faire ci, tu veux pas faire ça, genre tu vois. Moi par exemple il y a des personnes avec qui j'ai travaillé, elles me disent ouais, on aimerait être comme cette boîte-là. Je dis ok, on va faire du contenu, on va faire ça. Ouais, mais non, mais moi je veux pas faire ça comme contenu. Bah alors, pourquoi je suis là, pourquoi tu m'as appelé? C'est que genre, je veux bien t'aider, mais en fait, je sais pas comment exprimer ça, mais ça c'est un truc qui est dans beaucoup de boîtes. Mais si t'es fondamentalement convaincu que le contenu ça va pas t'aider, je peux pas faire grand chose pour toi, tu vois. Si par contre après tu te dis ok, le contenu ça peut nous aider, maintenant il faut qu'on teste des choses et on va essayer d'y aller, c'est là où tu commences à dire, moi je dis beaucoup faut tabasser, parce que ma vision c'est que quand tu commences, faut que tu rattrapes tout ton retard. Donc la quantité avant tout, tu vois. Et faut vraiment faire beaucoup. Et c'est très dur. Mais il y a plein d'exemples comme ça et tout. Si tu prends Casey Neistat et tout, là, il a fait je sais plus 500 jours de vidéos d'affilée en daily vlog et le gars c'est devenu une machine, c'est devenu un boss parce que t'as du retard à rattraper, tu dois rattraper du retard pour gagner en visibilité, tu dois rattraper du retard pour être... Parce qu'on connaît les boîtes, quand les boîtes vont te dire ok je fais du content, elles vont vouloir avoir du résultat, on sait très bien comment ça se passe, elles vont regarder 3 mois, c'est pas vrai que t'as des résultats de foufou au bout de 3 mois. Du coup comment tu fais toi pour faire en sorte de les garder
qu'est-ce que tu mettrais en place, qu'est-ce que tu leur dirais de mettre en place comme métriques ou comme Ouais. manière de faire en sorte Déjà, de pouvoir les pousser à faire de la régularité, à être réguliers. yes. Bah moi ce que j'essaie beaucoup de faire c'est que justement le contenu, le problème de ça c'est que tu sais les bots elles vont dire oui mais il y a pas de résultat, il y a pas ci, il y a pas ça, etc. Donc déjà j'essaie de les éduquer sur le fait que faire 1 million de vues des fois ça sert à rien et que faire 1000 vues sur les bonnes personnes c'est 10 fois mieux, tu vois. Donc déjà la métrique de reach, de trucs, de machin, j'enlève beaucoup de l'équation et je reviens souvent sur les trucs de on va faire du contenu pour se positionner auprès des bonnes personnes. Donc c'est qui vos bonnes personnes? C'est eux. Ok, bah il y a pas 1 milliard de CMO en France, il y a pas 1 million de CMO en France, donc on va pas faire 1 million de reach, tu vois. C'est logique. On va on va être visible de ces bonnes personnes-là. Et ensuite, pour contrer ce truc-là, souvent ce que j'essaye de faire pour avoir la conversion rapide quand c'est la merde comme ça, moi j'essaie de bosser à fond avec la team sales. Donc je vais voir les sales, je les saoule, je leur dis ok, ben, de quoi vous avez besoin, qui est-ce que vous voulez contacter, pourquoi, comment, nous on a fait ça, regardez, moi je suis un ancien sales, donc des fois tu vois je les accompagne en disant pourquoi tu prends pas le post là qu'on a fait, regarde les commentaires, regarde ci, regarde ça, scrap machin, même si tu scrapes pas, juste contacte les personnes. Enfin, j'essaie de travailler main dans la main, en collaboration, tu vois, avec les sales. On fait du lead magnet pour aller générer du lead, même si on fait pas 12 milliards de téléchargements, on en fait 100, 200. Et bah, ok, mais ces 100, 200 là, ils sont précieux, enfin, tu vois, faut bien s'en occuper. Donc, derrière, on fait des campagnes de nurturing, etc. Ça prend du temps, c'est pas en un claquement de doigts que tu le fais. Mais du coup, j'essaye de faire en sorte de leur faire du contenu, de leur faire beaucoup de contenu. Pour faire ça, bon, il y a pas de secret, il faut être un peu organisé des process et autres. Et puis, il faut avoir aussi cette mentalité de get it done. On fait les choses et puis on s'améliorera au bout d'un. Tu vois, il y a plein de boîtes aussi, des fois, avec lesquelles j'avais parlé, qui étaient en mode, non, mais nous, on veut pas faire comme ça, on veut sortir. Ok, toi, tu feras jamais de contenu alors. Tu vois, genre, au bout d'un moment, juste sors ta première vidéo, elle est pas bien, c'est pas grave, la deuxième, elle sera mieux et on avance. De toute façon, ta première vidéo, personne va la voir. Et ensuite, pour que justement il y ait des résultats, parce que parfois le contenu ça peut prendre du temps. Enfin, souvent, si tu veux construire une brand et tout, on parle de 3, 4, 5, 6 mois. Bah, le meilleur moyen, c'est de taffer avec les sales, tu vois. Donc, d'aller voir les sales, de leur dire, OK, j'ai fait un webinar, il va pas servir à rien, viens, on en fait quelque chose. On a fait un contenu où dedans, on a fait ci, on a fait ça, on a fait une étude de cas et autres. Bah, viens, on contacte tous les prospects qui t'ont pas répondu, on leur renvoie cette étude de cas et on essaie de creuser avec eux. Viens, on va lancer un podcast, je prends toutes les personnes, au lieu d'inviter des randoms, je prends tous les deals que t'as perdus et je les réinvite, tu vois. Comme ça, ils viennent dans les bureaux, tu recommences à parler un peu avec eux. Enfin, tu vois, j'essaie de parler avec la partie sales pour capter leurs objectifs à eux, leurs enjeux et de les accompagner du mieux que je peux sur le content. Je vais pas tout faire pour eux. Il y a aussi des trucs qui doivent être construits. Enfin, on est aussi là pour construire la brand, donc on fait des choses pour construire la brand. Mais j'essaye d'utiliser ces assets-là pour aider le sales, tu vois. Enfin, ça, je pense, c'est important et que c'est des trucs qu'on fait pas énormément, tu vois. Ils sont beaucoup en silo, les boîtes. Ok, très clair. Bah, pour moi, en fait, Et en tout cas, si j'enchaîne sur la partie sales, bon, je l'avais déjà dit dans un dernier podcast, mais je pense que ce que je recommanderais à toutes les boîtes, c'est faire en sorte qu'il y ait vraiment un resserrement entre, on l'a déjà dit plusieurs fois, team marketing et team sales. Donc ça, c'est la base. En tout cas, je pense qu'on n'a pas le choix et voilà. Pour moi, je pense que déjà, je commencerai par la partie objectif. Tout à l'heure, je te disais, Alex. Je pense que là, les boîtes actuellement avec lesquelles je bosse, là, je bosse avec une boîte où on a mis en place tous les objectifs 2024, que chaque sales ait des objectifs extrêmement clairs, mais pas genre juste, je sais ce que tu dois faire comme chiffre, quoi. Rentrer beaucoup plus dans les détails, et ça, je sais que pour des boîtes un peu moins développées, elles le font pas, elles passent très très rapidement là-dessus, qu'un sales, il soit au clair de se dire, ok, je dois faire ce chiffre-là, mon chiffre est découpé en quarter, mon Q1, je suis concentré là-dessus, parce que, en fait, tu vois, tu peux pas demander un truc trop huge à des sales qui ont déjà eu une année difficile. Tu vois, il faut les rembarquer, tu vois. Moi, j'ai vu que dans certaines boîtes, tu vois, j'ai des sales qui commencent à me dire, ouais, je pense que je vais partir, etc. Donc, il y a quand même un sujet de rembarquer tes équipes, tu vois, parce que t'as pas envie de galérer, tu vois. Genre, même moi, j'ai fait 3 missions. Il y a une mission qui s'est moins bien passée parce que c'était dur en termes de sales, la proposition de valeur était plus dure, etc. Bon franchement, j'ai plus envie, tu vois, de me dire je veux plus travailler pour la boîte parce que c'est trop dur. T'as pas ce côté dans le sales que t'aimes bien en fait, que ça, même si c'est dur, t'aimes bien que ça fonctionne. Donc pour moi, c'est comment tu réembarques les gens, donc avec des objectifs en partant sur Q1, de dire ok, voilà, Q1 c'est ton objectif de CA à faire, mais être vraiment dans le détail sur comment tu peux y arriver. Donc ça veut dire réellement de se dire voilà, si tu dois faire X chiffre d'affaires, voilà le nombre d'opportunités que tu dois générer, toi en propre,
en dehors de ce que peut faire le marketing ou autre et d'autres canaux. Voilà le type de lead que tu dois générer. Globalement, tu as des opportunités, mais tu as des leads. C'est-à-dire combien de rendez-vous tu dois avoir pour avoir tant d'opportunités et pour avoir tant de chiffre d'affaires. Donc, d'être extrêmement clair là-dessus pour les mettre en fait dans un couloir, parce que plus t'es précis, plus c'est facile pour un sales, tu vois, dès le mois de janvier, de se dire, il va être dedans, il va pas être dedans, ça va marcher, ça va pas marcher, etc. Et même pour le management, t'es moins dans un truc de pression, t'es juste en mode genre, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, travailler beaucoup plus et plus précis sur les inputs pour pouvoir en fait réussir à avoir les outputs. Et souvent en fait malheureusement les boîtes elles sont pas claires là-dessus. Elles sont en fait ouais il faut qu'ils me génèrent ça. Ok, mais il y a un moment donné tu vois le sales il a besoin de comprendre et puis tu vois aussi de voir effectivement est-ce que c'est possible, c'est pas possible, comment on itère sur les objectifs au fur et à mesure de l'année. Donc ça c'est pour moi c'est vraiment la base numéro 1. Voilà. Ensuite je pense que bah évidemment c'est de faire en sorte de travailler sur comment réduire les taux de conversion entre ces différentes étapes, d'étapes de génère des rendez-vous à je crée une vraie opportunité qualifiée et je close mes deals. Et ça aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas assez de réflexion là-dessus. Où je vois en tout cas que les boîtes elles sont pas mal perdues là-dessus, dans le sens où c'est ce que tu générer des rendez-vous. Évidemment, parfois on va forcer sur le marketing, etc. Mais comment le marketing et le sales ou le content ou d'autres stratégies peuvent être mis en place pour pouvoir du coup générer plus de rendez-vous et qu'on mette pas tout sur le marketing, mais aussi également qu'on mette pas tout sur les sales, qu'il y a un vrai équilibre. Et aussi également comment on fait pour que les rendez-vous on soit meilleur dans les qualifications pour pouvoir se dire ok c'est quoi une vraie opportunité et qu'on soit pas à perdre des opportunités. On peut plus en fait dans le funnel être à un truc à peu près, tu vois, parce qu'il y a des rendez-vous parfois qui sont générés parce que le sales n'est pas assez bon dans la qualification. On n'arrive pas à savoir si c'est un lead vraiment chaud, pas chaud, tiède, etc., etc. Ok, c'est quoi une vraie opportunité? Ça, je pense que les boîtes, ça serait pas mal en fait qu'elles se reposent là-dessus. En tout cas, celles qui sont pas avancées là-dessus, de se dire c'est quoi une vraie opportunité sur laquelle on peut vraiment travailler. À partir du moment où t'es clair là-dessus, bah tu peux travailler sur ton encore plus sur ta conversion entre quand j'ai une opportunité à closing, qu'est-ce que je peux mettre en place avec le marketing, avec le sales, c'est-à-dire de mieux les former aussi également sur le closing, sur comment mieux surmonter les indécisions, mais aussi comment faire du bon nurturing à des boîtes pour pouvoir les pousser à aller à closer. Donc je pense qu'il y a un enjeu de formation des sales pour qu'ils soient meilleurs dans le closing et qu'ils arrivent à convertir le maximum parce que moins il y a de deals, moins il y a d'opportunités, plus il faut que tu sois meilleur en conversion, mais aussi également d'être beaucoup plus smart en fait dans qu'est-ce que tu mets en place, parce que je vois beaucoup de boîtes qui me disent je parle à des boîtes, elles sont intéressées, voilà, il y a pas forcément d'objection, mais après je sais pas quoi faire. Et donc t'as des c'est pas des leads qui restent comme ça, mais c'est juste des trucs qui stagnent. Et pour moi en fait c'est quelle réflexion on peut mettre en place avec le marketing pour faire en sorte de se dire avec du contenu, avec du contenu qui soit précis, comment on fait en sorte que ces gens-là disent oui ou disent non, peu importe, mais en tout cas se positionnent. Et moi je vois il y a beaucoup de trucs un peu flottants où j'ai parlé, il faut que je reparle avec cette personne-là, mais personne finalement, tu sais, t'as des trucs en fait qui des espèces de j'aime bien appeler ça des espèces de cadavres comme ça qui circulent dans le pipeline, mais et personne ne sait en fait globalement qu'est-ce qu'on peut en faire, tu vois. Le sales se dit je vais pas trop insister dessus, il a raison parce que tu vas pas appeler des gens pour rien leur dire. Il lui manque en fait des supports, des outils pour pouvoir lui parler. Il y a un manque parfois de créativité sur comment on peut inviter des gens à déjeuner, faire plus d'événementiels dans les boîtes, etc., etc. Et je pense que ça, tu vois, c'est un enjeu dans la crise. On en a pas parlé, mais c'est peut-être qu'en fait aussi également le remote, c'est cool. Mais peut-être faut revenir à des trucs où on se voit beaucoup plus, où on invite des gens, on fait plus de réseaux. Enfin, en tout cas, moi, je pense que sur le sales, ça va prendre son importance aussi. Du coup, voilà. Donc ça, par exemple, tu vois, genre. Pour moi, ça c'est un C'est vrai que des fois dans mes pipes, il y avait des deals où j'étais en mode non, mais je peux pas le deal lost parce qu'en fait, il est pas vraiment lost, mais je sais pas trop quoi faire, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi, comment, et puis tu le laisses en fait. Et après, tu sais, tu stack au-dessus, et puis il est tout en bas, et puis quand tu fais dériver, tu fais en mode qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est ça. Alors que tu peux vraiment essayer d'essayer d'organiser soit un event, soit d'avoir du contenu où tu nurtures vraiment ces gens-là, mais il y a pas forcément. Ah ouais. Moi, je vois beaucoup de boîtes où il y a pas forcément des stratégies de nurturing de contenu qui soient vraiment solides. Donc ça, pour moi, ce serait un truc sur lequel je travaillerais.
Parce que tu dis vraiment solide, mais tu sais, des fois, enfin, c'est un peu genre comme Alexandre disait, tiens, prends un couteau et débrouille-toi. Genre, t'as pas besoin de. Parce que quand j'ai l'impression que quand on dit aux gens, ouais, faut faire une stratégie de nurturing, ils se disent, ah, mais il faut que je fasse une boucle Gmail. Enfin, tu sais, des trucs de ouf. Alors qu'en fait, non, c'est pas grave. Genre, déjà, envoie un email avec un contenu, et puis après, t'en enverras un deuxième, et puis tu fais, t'avances, tu vois. C'est Oui, genre, mais bon, en fait, step by là, step. pour le coup, on va encore avoir ce débat-là. C'est-à-dire, tu vois, genre, les sales, leur limite, elle est limitée si t'as Non, pas mais de contenu moi, un je parle peu pas des sales. intéressant. Et en Je plus, parle... surtout, on est dans une période où il y a beaucoup de contenu. Donc, Non, mais je aujourd'hui, parle pas des envoyer sales. Je juste un parle du article. market. Ah, d'accord, ok. Parce que les marketeurs se disent en mode, oui, mais attends, une séquence nurturing, ça veut dire que je dois faire tant de trucs, tant de trucs. Non, déjà, juste crée un contenu, envoie un truc, puis enfin, Mais après, il faut genre, du tu sais, contenu c'est un peu pas... intéressant, tu vois. Genre, comme on disait aujourd'hui, bah, il faut du contenu sur Oui, lequel les gens mais... paieraient, mais c'est gratuit. Et ça, du coup, ça demande quand même, en fait, de l'investissement. Oui, mais même sans ça, tu peux déjà commencer à envoyer du contenu. Même si, imagine, ton contenu c'est pas le meilleur du monde, au moins t'envoies un truc. Ouais, mais ouais, moi, ça, je suis moins d'accord avec ça. Mais bon, après, Ouais, mais pour moi, faut faire du content. je suis moins d'accord. Enfin, après, je suis Faut pas faire du bon contenu, spécialisée en c'est content, sûr, mais mais juste... je pense qu'il y a tellement de brouhaha que si tu envoies un truc, moi, je suis plus team Alex là-dessus, il faut que ce soit un truc pépite. Tu vois, genre, il y a tellement de gens qui vont faire ça, qu'à un moment, envoyer un pauvre article que t'as mis dans ton blog et qui a à peine bossé, ou qui est pas super foufou, Non, mais... bah, ça n'a pas de valeur, tu vois. Mais bon, voilà. En tout cas, pour moi, il y a ça. Et après, moi, c'est bon, vous le savez, mais ça, c'est ma dernière obsession en ce moment, c'est vraiment toute la partie partenariat et comment en fait sur la partie on développe toute cette partie on appelle aux États-Unis nearbound, mais c'est quel type de partenariat en fait les boîtes peuvent mettre en place pour pouvoir générer des leads, générer des opportunités, générer du contenu, parce qu'en fait c'est pas que sur de la partie lead gen, c'est aussi de la partie visibilité, c'est aussi de la partie parfois tech, product, et ça se situe beaucoup plus, c'est beaucoup plus difficile à pousser quand on parle à des gens, parce que là on est vraiment au niveau strat, on est vraiment au niveau du CEO, tu vois. Parce que si le CEO il est pas convaincu qu'il faut mettre en place vraiment des stratégies de partenariat, qu'il faut prendre du temps en fait, soit du head of sales, soit recruter carrément quelqu'un qui est dédié à ça pour pouvoir développer des partenariats, parce que c'est pareil que le content, ça met du temps à se mettre en place, mais après quand tu l'as mis en place, c'est assez incroyable. Bon, voilà, on peut prendre l'exemple de HubSpot avec tous les intégrateurs. On peut prendre l'exemple de Lavender, par exemple, qui est aux États-Unis, où je t'avais dit qu'ils avaient pris tous les créateurs de contenu les plus stylés dans le sales, et tous en fait disaient je travaille pour Lavender. C'est puissant ça en fait. Ils travaillaient pas. Tu vois, genre je travaille pour Lavender et je fais du contenu. Ah. J'ai dit juste hier, j'ai découvert Legal Place aussi, la strat partenariat, c'est vénère aussi. Voilà, c'est pareil. Partenariat affiliation, voilà. Exactement. Et donc du coup ça pour moi c'est vraiment un bon moyen de générer des leads, et ça c'est quelque chose que après évidemment ça veut dire que derrière il faut que tu aies une machine, tu génères des leads, il faut que tu aies des gens, des sales qui soient bons et qui les convertissent. Mais ça je trouve que c'est vraiment sous-coté aujourd'hui. Les gens vont dire on va faire des partenariats, ils vont appeler une personne, ils vont tester, ils vont se dire ah c'est pas super fou, alors que pour avoir accompagné une boîte où toute leur stratégie sales est basée sur la partie partenariat, t'as vraiment quelqu'un qui est dédié à l'animation de la communauté, qui est dédié à checker en fait que bah il y a des leads vraiment qui sont générés là-dessus, qui va vraiment former, dépenser de l'argent, les inviter dans des restos, etc. Il y a un vrai travail, mais derrière bah c'est une boîte qui fait du full inbound pratiquement. Ouais. Tu vois, genre ils ont tellement d'inbound que bah voilà, tu vois, c'est super cool. Et après ça veut pas dire qu'il y a pas un travail sur les sales pour bien les convertir, mais en tout cas pour moi ça c'est sous-côté. Donc voilà, pour moi si je dois résumer, c'est vraiment objectif formation des sales pour qu'ils soient meilleurs en closing, parce qu'aujourd'hui franchement moi mon bilan de l'année en soloprenariat, comme c'était la première fois la formation, que je sortais. Comment? C'était pas ça. Ouais, mais comme je sortais justement de mon équipe, parce qu'avant j'avais mon équipe, donc c'est des gens qui étaient formés et ça, je trouve que les niveaux, il est vraiment, il y a vraiment pas un bon niveau. Hein. C'est comme disait Alex en rigolant, hein, mais on est plus sur des présentateurs que des gens qui vendent. Et comme bah voilà, vendre c'est sale, bah les gens les présentent, mais bon voilà, il y a un moment donné, bah quand tu présentes, bah on va te dire ok c'est intéressant, envoyez-moi votre présentation et puis bisous. Hein, c'est vraiment genre en plus, genre, c'est vraiment en fait c'est ça. Hein. Mais en fait, tu sais, genre, je viens d'y penser, ça m'a fait penser à ça, mais on dit, je fais une démo. Il faudrait pas utiliser ce terme-là. En fait, tu fais pas une démo, frère. T'es en train de faire un call de vente. T'es pas là pour faire une petite démonstration de regarde mon bouton quand j'appuie dessus, il fait des paillettes, genre. C'est vraiment, je pense que ce terme-là, ça traduit de ouf, le mindset des sales. C'est, on va faire des démos. Je vais vous démontrer que notre produit est le meilleur. Mais qu'est-ce qu'on fout, frère? Parle-moi de pourquoi ça va m'aider, comment, truc, machin, et ton produit, tu me montres juste la feature, ce qui m'intéresse, parce que ça solve mon pain. Mais ça, je me souviens que quand j'étais chez Lemlist, au début, je faisais des démos, et ensuite j'ai fait des call sales. Et bah, le premier mois, je faisais 1000 de MRR
closé par mois, et le deuxième, je faisais 5000, après 6000, 6008, enfin c'est genre... Ouais, il y a un vrai sujet là-dessus. Ça change tout. Il y a un vrai sujet là-dessus. Travailler avec le marketing et un marketing qui fasse plus de nurturing, enfin en tout cas qui aide les sales à savoir mieux faire du nurturing et les partenariats. Moi, en tout cas, ce seraient les sujets sur lesquels je focaliserais sur la partie sales sur 2024. En tout cas pour les boîtes, je pense qu'elles doivent pour essayer de s'en sortir, pour en fait à la fois faire en sorte que leur pipe ait un meilleur taux de conversion. Et surtout, alors les derniers trucs aussi également, parce qu'on en parle peu et je comprends pas pourquoi il y a pas de contenu là-dessus. Beaucoup aux US, mais moins ici, l'expansion, le renouvellement, c'est pour moi la stratégie phare quand t'es un peu dans la merdasse, c'est de voir en fait effectivement comment tu fais plus de thunes avec tes boîtes. Et là, je reviens avec ce que disait Alex. Par contre, c'est là en fait t'as un peu le couperet qui tombe parce que bah t'as des boîtes qui vont pas assez renouveler parce que bah l'impact, elles arrivent pas à générer d'impact et donc du coup bah elles ont un churn trop important. Mais pour moi, ça, c'est un levier hyper important. C'est comment tu travailles vraiment sur tes comptes, comment tu as un objectif de churn le plus... Enfin, tu te mets un vrai objectif de churn. Combien on peut se permettre de perdre de clients cette année, tu vois. Et ça, encore une fois, je vois peu de boîtes le mettre comme un objectif, tu vois. Et ouais, parce qu'on paye les conneries du passé, quoi. Parce que c'est comme disait Marwan, toi, c'est pas au moment où t'as besoin de faire du content qu'il faut se bouger le cul parce que tu te dis c'est la merde là, il faudrait sortir le content, quoi. Et en fait toutes ces boîtes là, bah avant, je pense via la pression des VC, des machins et puis toute la connerie de l'hypercroissance là, elles ont délaissé toute cette partie de attends mais attendez, en fait il y a un problème, c'est que les mecs qu'on a, on n'arrive peut-être pas à faire de l'expansion dessus, tu vois, ou à renouveler le revenu sur ces mecs là. Du coup en fait on perd nos clients et donc on bat les couilles, on s'en fout, ça on verra plus tard, on se focus acquisition, quoi. Et là forcément maintenant toi comme l'acquisition se casse la gueule, c'est plus compliqué d'aller bosser ce truc-là, parce que c'est pas vraiment quand t'es dans la sauce et que t'as une durée de vie qui est limitée que tu vas commencer à bosser sur des sujets de fond comme ça qui peuvent être assez longs, tu vois, à corriger, quoi. Et du coup, tu vois, sauf s'il y a quelques ajustements et que tu dis ok, il y a moyen de sécuriser cette partie, il y a peut-être un truc à faire. Mais sinon, si c'est un truc qui est trop ancré, il y a trop de trucs à travailler derrière ça, quoi. Bah en fait le delta de temps que t'as va pas être suffisant pour pouvoir bosser en profondeur sur ce sujet, quoi. Donc toi ça c'est encore un truc où en fait ces boîtes là sont un peu dans la passe aujourd'hui parce que parce qu'on a privilégié des conneries avant, tu vois, et maintenant que c'est la merde là on se dit attends merde putain vas-y là il faut arrêter les conneries et en fait il y a plus de cash, quoi. Enfin il y a plus de cash, il y a plus de temps, il y a plus de machin et on n'a plus le luxe de pouvoir bosser sur ces sujets où on aurait pu avoir le luxe avant de taffer dessus, de prendre le temps de corriger les merdes comme ça si un jour ça se cassait la gueule au moins c'était viable. Et du coup, bah, dans l'idée, moi, je dirais oui. Maintenant, dans les faits, tu vois, je pense qu'il y a pas mal de boîtes où ça va être trop galère de corriger ce problème de fond, quoi. Ouais, mais en fait, en vrai, tu vois, par exemple, moi, le nombre de boîtes où je vois où le portefeuille client, il est pas clair. Il n'y a pas de répartition de portefeuille client par sales. Combien aujourd'hui ce portefeuille client il pèse, combien je peux faire d'expansion dessus, etc. Et quand tu vois la considération qu'il y a sur les commerciaux, mais la pire considération qu'il y a sur les CSM, on dirait que les CSM c'est des carpettes. Franchement, quand t'entends parler des CSM dans les boîtes, tu vas me dire mais putain, vous êtes conscient que c'est les mecs en fait et du coup c'est vraiment un manque de compréhension. Mais je sais de ce que ça génère en fait l'expansion pour une boîte, hein. Dans la majorité de la tête des gens, le CSM, c'est genre, tu sais, comme quand t'as une galère et que t'appelles Free. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est juste un gars qui regarde un petit script, il a pas trop la réponse. Attendez, je vais regarder dans ma FAQ intercom, là. Alors que, ouais, un CSM, c'est un sales. Ouais. C'est genre, c'est tout, c'est un AE, tu vois déjà comment les CSM sont équipés, c'est que t'as l'impression que ça c'est comme les métiers, oui c'est comme les histoires de designer, de machin, enfin de graphiste, designer, web designer, UX designer, tout le bordel, toi. Toi tu reprends les mecs qui font du UX design aujourd'hui, tu les reprends il y a 10 ans, c'était des gus qui faisaient du graphisme, quoi, tu vois. Et puis quand le UX design a commencé, tu vois, à monter un petit peu, les frérots, tu sais, attends, vas-y, UX design, c'est cool, ça, vas-y, maintenant je vais dire, je fais de l'UX design, quoi. Sauf qu'en fait, il faut que dalle du UX design, tu vois, là. Ça fait des trucs jolis, sauf qu'en fait, au niveau expérience utilisateur, ils avaient zéro expérience sur le sujet. Donc ça te fait des interfaces qui sont dégueulasses, mais ils vont se sortir, ouais, non, mais UX design, apparemment, c'est le nouveau bail. Et avec le CSM, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, c'est que à la base, c'était des métiers qui étaient du coup le support, quoi, tu sais, le service client, machin et tout, où tu réponds simplement à des requêtes. Et en fait, quand le CSM est arrivé, tu dis attends, le CSM c'est plus shiny, c'est plus sexy, vas-y, on va transformer les mecs là qui s'appelaient support en CSM. Sauf que derrière, le boulot n'a pas changé. Tu vois, ils sont pas équipés correctement. Parce que normalement, le CSM est censé anticiper le churn, donc tu vois, avoir des métriques pour savoir, ok, l'usage sur ce client, il pue la merde. Il y a des CRM, ils ont même pas accès au CRM. Voilà, tu vois, et c'est aberrant. Et tu vois les CSM, quand t'échanges un peu avec eux,
t'as l'impression que CSM c'est le, ouais, mais du coup t'es CSM, mais c'est quoi du coup le job, quoi? Comment tu fais, c'est quoi les bails et tout machin, tu vois? C'est quoi les techniques un peu, tu vois? Et en fait, tu vois qu'il y a pas de technique. C'est des mecs qui répondent aux clients, mais tu vois, il y a pas de vrai méthodo comme tu pourrais avoir aux US, où t'as l'impression que t'as des mecs qui sont beaucoup plus carrés et beaucoup plus orientés revenus, tu vois, avec, ok, bah, vous devez anticiper le churn, machin, corriger ce truc-là, avoir de l'expansion sur les comptes et tout bordel. Et en fait, en France, t'as pas du tout cette culture-là. Ça, tu le vois parce que même dans les podcasts, les gens ils sont en mode ah nous on a un super support où on répond en 2 heures. Ouais, mais ça ça va les couilles. C'est 50% du taf. Maintenant c'est quoi est-ce que tu closes, est-ce que tu fais de l'expansion? Moi là j'ai fait un point un petit peu sur tu vois, sur mon podcast et sur les écoutes en fait de mes épisodes. Et je vous l'avais dit, je fais mes épisodes qui cartonnent le plus, c'est à chaque fois c'est prospection et closing. Tout ce qui est management, donc ça veut dire quand même pilotage, objectif, focus revenu, etc. C'est pas ce qui marche le mieux. Et tout ce que j'ai fait sur le CSM, parce que moi, ça a été un trauma dans ma vie à un moment donné de ma boîte, où à un moment donné, on avait eu un churn mais de malade mental, tu vois. Genre, et on avait été recadré en mode genre, tu sais, genre où une année, j'ai été obligée avec mon équipe, je me serai toujours cette année, d'aller chercher de nouveaux clients. Mais tu vois, t'es sur un marché français. Et en plus, on était quand même sur des ETI et des grands groupes au départ chez C-Cube. Donc, tu vois, t'as pas une masse... tu vois, t'as le SBF 120, hein, tu vois, et puis t'as le CAC 40. Tu vois, bah, tu fais le calcul. Puis, il y avait pas toutes les scale-up au moment où j'avais, tu vois... Enfin, voilà. Donc, en fait, t'avais pas un marché de ouf. Donc, j'ai galéré pour retrouver, en fait, un chiffre convenable et réussir l'objectif. Mais ça m'a trop mal. Et je me souviendrai toujours, en fait, un jour, j'étais avec Paul, du coup, mon ex-associé, genre, on était dans un événement, et il me disait, ouais, mais je comprends pas ton plan d'action commerciale, pourquoi on n'a pas cette croissance, etc. Je lui ai dit, bah, écoute, ce client, pas content, ce client, pas content, ce client, et on avait dépilé tous les clients. Et le gars, j'avais regardé les chiffres, j'ai donc pas d'upsell, pas de cross-sell. Et déjà, je vais essayer de les renouveler en leur disant, écoutez, ça va bien passer cette année, mais bon, allez, on va repartir ensemble, là, on va se projeter, on va co-construire. Donc, on avait réussi déjà à embarquer de nouvelles personnes. Mais du coup, voilà. Donc, moi, ce trauma-là, ça a toujours été en mode genre, ok, non, en fait. Et surtout, j'ai vécu la période où, en fait, quand t'es super à l'aise, où t'as ton objectif à construire, et tu sais que t'as un pipe qui est déjà là, tu sais déjà en fin décembre, bon, l'année prochaine on va faire tant de chiffre d'affaires parce que tes clients c'est carré, tu sais que tu vas les renouveler, tu travailles avec tes sales, tu sais combien tu vas pouvoir aller chercher, t'as des relations avec eux, ça c'est t'es à l'aise. Mais quand je vois les boîtes, je me dis mais en fait il y a rien. Et là j'ai envie de faire un épisode avec un CSM qui est aussi très friand de tous les contenus Winning by Design, qui est assez quali, et qu'ils ont monté en fait avec un autre mec aussi également du collectif Winning by Design France. Ils ont monté un collectif CSM. Et du coup, c'est les deux seuls aujourd'hui en France, tu vois, genre qui ont vraiment des stratégies de CSM, qui voilà. Mais eux-mêmes, quand je leur dis ouais, il me faut un CSM comme ça, ils me disent non mais attends, t'es en France là en fait, tu vois, genre pour avoir ce genre de niveau, etc. Donc ouais, c'est ça, il y a un vrai sujet. Mais pour moi, tu vois, genre dans les périodes de crise, oui, t'as raison, c'est peut-être trop tard, mais il faut quand même prendre ce sujet-là et de se dire en fait la question de l'expansion, parce que de toute façon les boîtes aujourd'hui et même les VC sont sur la rentabilité, et ta rentabilité elle se base sur tes clients. Donc il y a un sujet là-dessus de comment mieux valoriser les CSM, comment effectivement les orienter plus revenus, comment faire en sorte de checker est-ce que véritablement tu as de l'impact pour tes clients, comment tu peux en avoir encore plus dans les prochaines années. Enfin voilà, tu vois, ça pour moi, ça fait partie des top priorités pour les boîtes sur lesquelles je les orienterais. Tu vois, voilà quoi. Alright. Makes sense. Bah écoutez, je pense qu'en fait on a fait le tour sur le fait que c'est la crise. J'espère qu'on a déprimé personne ici, hein. Mais en tout cas, si on doit résumer, il va falloir qu'on soit plus sharp, meilleur, se former aussi. On l'a pas dit, mais je pense s'auto-former. Moi, je me mets une grosse pression pour m'auto-former l'année prochaine, hein, pour continuer à rester à niveau, tu vois. Après ça, c'est ça me met des cartouches en début d'épisode là, en disant ça va la formation là, et là ça termine en disant faudrait que je m'auto-forme. Oui, mais moi, je vais faire la méthode d'Alex, hein. Tu vois, aller prendre des formations en mode ghetto dans les endroits un peu obscurs. Non, je rigole. Je rigole. Balancez pas mes secrets, mes secrets. Ouais, mais en plus, la vérité, la formation de Marwan m'a permis, en fait, de commencer à avoir un petit reach, en fait, en 2023, de commencer à faire partie des petites personnes comme ça qui commencent à se faire voir sur mes sujets. Donc,
Donc non, la formation. C'est pas question que de ma formation, mais même hier, tu me disais, quand c'est la crise, c'est le moment où tu te formes. C'est vrai. Franchement, en fait, c'est le moment où il faut que tu te formes, en tout cas, sur les nouveaux trucs. Moi, je sais que j'ai, dans la ligne de mire, l'IA. Vraiment me former sur l'IA à fond. Continuer à me former évidemment, parce que même si ça fait plus de 10 ans que je fais du sales, justement, comment l'IA va impacter le sales, comment être encore meilleur sur le closing, comment, sur les équipes aussi, parce que je pense que tu vois le modèle qu'on a pu avoir, qui a beaucoup marché sur les équipes BDR, SDR, AE, etc., ça va être challengé, donc vraiment sur la partie organisationnelle. Donc il y a pas mal de trucs sur lesquels je pense que je vais me former et continuer à me former aussi également sur le copywriting, parce que bon, j'ai fait des progrès, mais bon, c'est pas encore ça. Bon, du coup, on finit là-dessus. C'est quoi sur quoi vous allez vous former l'année prochaine pour rester au top niveau, pour rester parmi les gens qui ont du level? Moi, continuer sur le contenu. Je pense qu'il y a encore plein de trucs à voir. Surtout, tu sais, autour de juste comment elle se structure, l'économie. Enfin, c'est assez jeune et tout, donc il y a plein de choses et ça bouge beaucoup. Donc, ok. Et ouais. toi, tu vois, c'est plus recommencer en fait, ça fait longtemps que je regardais pas de contenu, en fait. Plus business. Et remettre le nez dedans, parce qu'avant, là, j'étais trop dans l'exec. ok. Et toi, Alex? Ouais, pareil que Marwan, faut que je reprenne. Ça fait longtemps là que j'ai stoppé ma veille, moi, tout le bordel, lire des bouquins et tout. Avant, j'avais des routines pas mal là-dessus. Hein. Pour les formations, moi, j'en ai un paquet. Moi, j'ai une collection. Je collectionne les formations. Donc, il va falloir déjà que je fasse celle que j'avais collectionnée avant, où j'ai acheté des trucs et en fait, ça reste dans un coin. Et je dis, attends, j'ai acheté ça il y a 4 ans, j'ai jamais ouvert cette merde là. Peut-être falloir la faire ce bordel. Moi, j'aurais la partie sales. Peut-être des trucs sur tout le côté freelance, machin, sur l'activité, tu vois. Mais pas forcément avec un focus très précis là-dessus, mais je pense que le point où il y aurait le plus de progression pour moi et le plus d'impact serait plus la partie sales, quoi, où je pense qu'il j'aurais des trucs à faire, quoi. Mais sur les formations, justement, pas forcément très quali ce genre de sujet, parce que entre la culture ricaine, culture française, soit t'as un gap, donc faut faire le tri dans le caca des formations là, et du coup c'est pas simple de s'en sortir, quoi. Yes. Eh ben écoutez, on va finir l'épisode. On va se dire au prochain épisode. Le prochain épisode va être sur le networking, et du coup n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles, je sais pas, tout le blabla sur Apple Podcast. Plein de cœurs dans les commentaires. La vérité, t'as dit quoi? Moi je dis un avis sur Apple Podcast, c'est le mieux. C'est le mieux, voilà. Mais les étoiles aussi c'est bien, donc mettez 5 étoiles. Mais un avis, ça fait toujours plaisir. Et même en fait, on a beaucoup de messages sur LinkedIn. Et sur YouTube, faut liker. Ouais, faut liker, faut partager. Puis nous donner de l'argent aussi. On a nos PayPal et tout, on va mettre les liens en description. Donner un peu de l'argent, l'étoile, avis, un peu par la description. Voilà. L'inflation, les courses, ça coûte cher et tout. Donc là, faites un peu croquer là les gens là qui ont des sous là. Nous on est dans la misère là. C'est la crise. Plutôt de travailler là, on fait des podcasts pour partager des trucs. Maintenant bon, il faut donner les sous là. Faut donner les sous. Donc on va mettre les petits PayPal et puis on va récolter un peu, quoi. Et je finirai sur faites des feedbacks, parce que vous voyez là on est à 1h30, donc c'est-à-dire qu'on écoute les feedbacks de par faire 2h30 de podcast. Donc faites-nous nos feedbacks sur les sujets en fait que vous aimeriez qu'on traite. On a déjà fait notre petite liste pour la prochaine saison, mais voilà, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks. On vous souhaite une bonne journée, une bonne année et beaucoup de succès malgré la crise. Ciao. Des bisous. Ciao. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu autant que nous. Ça nous a fait kiffer de l'enregistrer. De toute manière, ça, je pense que ça s'est entendu. De ton côté, si tu estimes que on a fait le taf, on a respecté nos engagements et qu'on a parlé de business B2B sans bullshit, il y a quelque chose de très simple que tu peux faire pour nous aider. Vraiment, c'est très simple. Il te suffit juste de mettre ta meilleure note sur ton application de podcast préférée ou de liker cette vidéo si tu nous as vu sur YouTube. Tu connais la chanson, ça nous aide à nous faire connaître. Je me permets également de te rappeler que cet épisode est rendu possible grâce à nos sponsors Track, Wild Marketer et Vendu. Plus d'informations en description, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et enfin, en attendant le prochain épisode, tu peux nous suivre sur LinkedIn où on partage du contenu de qualité tous les jours. Je te dis à très vite, prends soin de toi, bye.